Donc, bonjour à tous. Je suis donc Frédéric Grelier de la société ERM. Je suis, comme je disais, très heureux que vous soyez présents, de retrouver les personnes qui étaient présentes la semaine dernière, jeudi dernier, où on a fait un premier webinaire sur les smart grids. Aujourd'hui, c'est un webinaire sur les smart cities. Donc, on va descendre un petit peu à l'intérieur de la ville. Alors, juste un petit rappel sur le fonctionnement. Donc, vous avez un petit chat, vous voyez, il y a marqué sur votre écran, par exemple, converser. Vous pouvez nous écrire au conférencier et nous essayons de vous répondre en direct. Et vous avez également un autre petit bouton avec 10 questions-réponses. Dans ces questions-réponses, soit je répondrai directement, soit on va dire à la fin de la présentation, on prendra un petit moment avec Sébastien pour pouvoir y répondre. Voilà. Donc on posera les questions en direct, tout le monde pourra les entendre, et donc vous aurez les réponses. ERM, on est très heureux en ces moments qui sont un petit peu durs, de pouvoir faire ces webinaires et de partager un petit peu notre plateforme Zoom, qui rentre un petit peu dans le cadre de la coopération école-entreprise. Et donc, Sébastien Franchetot, qui est à mes côtés, va prendre la parole pour vous présenter ces Smart Cities. Donc, encore une fois, très heureux que vous soyez présents. Nous sommes 132 participants à l'instant T. Et donc, je laisse de ce pas la parole à Sébastien. Donc, bonjour à tous. Bon, me présenter, c'est déjà écrit mon nom de partout, a priori, donc tout va bien. Moi, je suis enseignant en lycée professionnel au lycée de Montchéry-Sagras. Donc voilà, je cherchais des solutions pour mes élèves qui sont à l'heure actuelle quasiment un grand paquet connecté à YouTube pour suivre ce webinaire. Je les salue d'ailleurs tous. Donc, je remercie la société ERM de me laisser à disposition sa plateforme pour pouvoir faire pour mes élèves les cours à distance qui sont requis à l'heure actuelle. Et on en a profité, on s'est dit, voilà, quitte à choisir, autant essayer de diffuser au plus large. Si ça peut servir à certains collègues, à certains jeunes de France, ça peut être qu'un mieux. Donc voilà, le but du jeu n'est pas de dire qu'on a toutes les solutions et qu'on a raison partout. En fait, moi, je vous propose simplement des recherches que j'ai faites moi, donc pour vous aider après ou compléter vos données à vous, pour qu'on puisse justement, après, peut-être partager encore plus à l'avenir. Ça serait magnifique, ça, qu'on arrive à tous partager nos informations et nos ressources entre académies même. Ça serait génial. Donc voilà, donc on va commencer sur le Smart City. Alors là, aujourd'hui, c'est vraiment un principe de découverte de la Smart City. Parce que bien entendu, si vous avez vu le sommaire, en 3/4 d'heure, 1 heure, ça va être très très compliqué de rentrer dans les détails de tout. Donc j'ai pris le principe de faire vraiment de la découverte sur un peu différents principes de Smart City. Et derrière, on verra les périodes de confinement, combien de temps elles durent, mais je pense que d'autres webinaires auront sûrement lieu pour détailler un peu plus certains principes qui sont des phénomènes écrits dans nos référentiels. Donc, je vais partager mon écran et on va démarrer de suite avec une petite vidéo de présentation. Je rappelle que ces webinaires, on les a construits pour justement qu'elles soient adaptables à des niveaux de seconde, de première et de terminale. C'est-à-dire qu'après, à vous, si vous voulez travailler avec, d'écrire des QCM, des questionnements pour vos jeunes, pour qu'eux retournent dessus à des niveaux différents. Donc, ça peut être que simplement des petits résumés pour les secondes, des principes fondamentaux. Et après, pour les premières, les terminales, vous pouvez rentrer dans plus de détails pour essayer d'avoir quelque chose de plus complet au niveau de la formation. Allez, je partage mon écran. Normalement, ça devrait se passer assez rapidement. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde le voit correctement.
Donc voilà, donc, alors un peu le même principe que la dernière fois, hein. Moi je fonctionne avec un logiciel de learning. Donc ce logiciel me permet d'encapsuler facilement tout ce qui est vidéo, son et tout ce qui peut aller avec. Donc on va commencer rapidement par quelques petites vidéos. Alors je ne vais pas toutes vous les montrer parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. La présentation qui va être faite ici va être, je pense, aussi mise en ligne. On a fait une présentation Smart Grid la semaine dernière où cette présentation a été simplifiée et a été remise en ligne justement pour que les collègues puissent l'utiliser. Je pense que celle-ci, ce sera le même cas. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est vraiment un but de jeu de partage d'informations. Donc, on se retrouve avec ici une série de petites vidéos. Alors, dans toutes les séries de vidéos, c'est vrai que, bien entendu, on ne fait pas de publicité non plus. Donc, il y a Vinci, il y a Engie, il y a Bouygues, il y a la première Smart City de France, hein, qui, en fait, quand on regarde bien, la première Smart City de France, elle s'appelle Dijon. Elle n'est pas connue que pour sa moutarde, elle est aussi connue pour sa capacité numérique. Donc, je vais vous mettre la première vidéo qui vient, celle de Vinci sur la Smart City. Donc, on voit sur cette vidéo en fait que la Smart City, c'est la ville intelligente avec la rue connectée. Hein, c'est tous des termes qui ont été repris dans nos référentiels, que ce soit les MELEC ou les SN. Donc, avec bien entendu la partie lampadaire, hein, l'éclairage public qui a été nommé un peu de partout à l'heure actuelle. Parce que c'est une des économies, on verra après, hein, c'est une des plus grosses économies énergétiques qu'on peut faire et c'est un élément urbain qu'on est habitué à avoir de partout. Hein, qui date du XVIIe siècle, on aura l'occasion de reparler ça tout à l'heure, que justement la sécurité, mais maintenant la sécurité, on peut faire plein de choses avec. Donc on pourra gérer les stationnements, on pourra bien entendu les véhicules électriques, qui sont une grande question, hein. On verra justement l'avancement à l'heure actuelle des véhicules électriques et pourquoi on en est à un niveau tel en France pour les raisons de bornes. Donc en fait, on va se rendre compte que la Smart City, elle est là en fait pour gérer l'intégralité de la vie urbaine, bien piétons que collecte des déchets. En ce moment, je pense que beaucoup de municipalités seraient heureuses d'avoir de la collecte de déchets numériques, hein, en fait, avec pourquoi? Parce que savoir à quel point on en est au niveau des remplissages des containers, je pense que ça va bientôt leur arriver comme problème. Tout ce qui est météorologie, bien entendu, savoir quand est-ce qu'on peut arroser le jardin. Si on sait qu'il va pleuvoir dans 2 jours, peut-être que c'est pas la peine d'arroser le jardin. Enfin, plein de choses comme ça, les capteurs de pollution d'air, les niveaux sonores, hein, toute la nuisance que peut générer notre trafic. Alors en ce moment, je dirais que le confinement fait qu'on voit bien que notre pollution est largement diminuée. Donc après, tout ce qui est gestion de compteurs d'électricité, compteurs d'eau, hein. Alors on a les outils, on en a parlé sur les smart grids, j'y reviendrai pas aujourd'hui, hein, parce que bon, c'est quelque chose qu'on aura peut-être l'occasion de faire un webinaire spécifique sur tout ce qui est comptage communicant. Donc les télésurveillances, hein, alors on va voir qu'en France, on n'utilise pas trop le principe de surveillance, hein, dans les mots, on appelle ça de la protection, hein. C'est du verbiage, hein, c'est un verbiage qui a son énorme importance, parce qu'en fait, on ne surveille pas les gens en France, on les protège. Donc, c'est un ensemble d'applications. Donc, c'est ce qu'on appelle une rue connectée. Donc là, on va essayer de voir justement dans ce webinaire, en fait, tout un petit ensemble de choses qui nous permettraient justement d'aller un peu plus loin dans les smart cities. Donc, on voyait, on a un retour avec tout ce qui est connexion, les informations dynamiques, les éclairages intelligents, l'aide au stationnement, tout ce qui est arrosage automatique, les bornes de recharge. Donc, on a plein de choses qui vont rentrer en compte dans ce système-là. Alors, Dijon, comme je disais, c'est la première Smart City. Et je trouve qu'ils ont fait une vidéo applicative justement de la Smart, de tout ce qui est l'intelligence, en fait, à quoi ça peut servir. Parce qu'on a la gestion de trafic qui vient avec, on a la gestion des accidents, on a plein de choses qui peuvent arriver. Donc,
on va s'arrêter après avec cette vidéo-là, on passera à la suite. Mais je trouve qu'elle a une belle importance pour les jeunes, pour la compréhension justement d'une smart réelle. Donc on voit les centres de supervision de la ville de Dijon. Beaucoup de choses sont interconnectées dans la ville. Hein. Donc là, elle vient de vérifier ses capteurs de CO2, voir si l'utilisation d'un vélo était faisable. Là, sur un accident, alerter directement d'un accident, ça permet de faire pas mal de choses. Outre le fait d'être dessus et de pouvoir prévenir les secours avec son smartphone, en fait, ils peuvent prévenir le poste de supervision qui va donc pouvoir après gérer plein d'autres choses. C'est-à-dire l'appel au secours, ça c'est un fait. Mais aussi derrière, on va pouvoir s'occuper justement de tout ce qui va être trafic et circulation. C'est-à-dire qu'avec la vidéoprotection, on va pouvoir vérifier que tout se passe bien et on va pouvoir passer certains feux rouges ou dévier la circulation et l'afficher sur tous les panneaux d'affichage dynamique qu'ils peuvent avoir dans les proximités. Laisser les places pour la partie des secours, c'est-à-dire tout ce qui va être borne escamotable, on va pouvoir les replier pour que les secours puissent arriver plus vite. Donc, en fait, tout est devenu un ensemble participatif. Cet ensemble participatif est très, très important justement pour qu'on puisse avoir un fonctionnement le plus rapide possible sur un accident moto. J'en ai eu un il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un mois. Hein, je n'avais pas la chance, moi, d'avoir un système numérique. Je me suis fait un camion en moto. Et voilà, j'ai rien eu, j'ai attendu en fait tout seul parce que pas grand monde s'est arrêté, pas grand monde n'a prévenu les gens. Donc je pense qu'un système participatif nous permettrait justement d'aller plus vite avec les affichages dynamiques, indiquer aux gens de ralentir, faire attention, dévier leur trajectoire. Et, donc tout cet ensemble-là nous permettrait normalement d'avoir une gestion de trafic largement meilleure, une gestion de la ville meilleure. Voilà, par exemple, une annonce des déchets. Hein, c'est quelque chose qui se fait dans plein d'autres pays. Hein, grâce à la vidéoprotection. Hein. Par exemple, à Londres, si vous jetez quelque chose par terre, en général, vous avez tout de suite la police qui arrive pour vous dire d'aller le ramasser. Chez nous, ça commence à se développer. Et justement, l'éco-geste, hein, définir les problèmes qu'on peut avoir pour que ça puisse fonctionner correctement. Donc, bien entendu, l'éclairage public, hein, comme je vous disais tout à l'heure, on va revenir dessus juste après, va pouvoir nous permettre de faire des grosses économies, aussi bien environnementales que financières. Hein. Donc, bon, là, dans les centres de supervision, ils regardent les matchs, ça m'étonnerait un peu parce qu'ils ont normalement un travail, mais bon, voilà, ça nous permet, cette vidéo, moi je trouve qu'elle a un bel applicatif de ce qui existe vraiment. C'est-à-dire que souvent, on a une tendance à parler de smart avec des choses où ça va être le futur. En fait, là, pour le coup, ce n'est pas le futur, c'est réellement ce qui se passe. Donc, dans la première chose applicative, comme je disais, hein, une des choses les plus importantes pour une municipalité à l'heure actuelle, bien entendu, c'est déjà sa gestion financière, parce que ça en fait partie, et sa trace écologique, hein, donc, au niveau des consommations. Donc, découverte de l'éclairage public. Donc, il y a plein de principes d'éclairage public qui existent. Hein. On a eu des éclairages donc, qui étaient on va dire, très vieillissants. En fait, réellement, on a regardé en France 40 à 50% de l'éclairage public à plus de 25 ans. Plus de 25 ans, ça veut dire une technologie qui n'est plus à même de parler d'économie d'énergie, puisqu'il y a 25 ans, l'économie d'énergie, je dirais que ça nous passait un peu au-dessus. On était plus sur un fonctionnement réel que sur une économie d'énergie. Donc l'éclairage public, en fait, c'est quelque chose qui a eu lieu à partir du XVIIe siècle. Et en fait, la première chose, c'était répondre aux besoins sécuritaires. D'accord ? Donc on a instauré des choses comme mettre une bougie au départ sur le porche de notre maison. Après, on a eu
les villes qui sont occupées d'allumer des feux. Et au bout d'un moment, au fur et à mesure du temps, l'avènement de la technologie, comme le gaz au XIXe siècle, l'éclairage se répand dans toutes les villes et devient une composante inhérente à l'espace public. C'est-à-dire qu'on commence à éclairer de partout la totalité des choses. Depuis, donc, les techniques ont fortement évolué et bien entendu, tous ces rôles sont devenus multiples. Parce qu'on a eu le principe de la sécurité des gens, donc on évitait les cambriolages, on évitait plein de choses, mais aussi maintenant, avec nos moyens de transport, donc on se retrouve avec des besoins de voir ce qui se passe pour pouvoir rouler et circuler en toute sérénité. Donc là, circuler la nuit. Donc, bien entendu, comme tout le monde n'est pas égal non plus là-dessus, mais on n'est pas tous égaux là-dessus, mais c'est vrai que quand on conduit, on roule, certaines personnes voient mieux la nuit que d'autres, donc cet éclairage est super important. Pour les piétons, c'est pareil. Dire des piétons à qui ça n'est pas arrivé de trébucher la nuit en marchant sur quelque chose qu'il n'a pas vu parce qu'il n'y avait pas d'éclairage. Donc ça peut être dangereux. Alors il n'y a pas que pour les anciens, il y a pour les personnes âgées, c'est vrai. C'est un fait. Une chute d'une personne âgée, en général, ça fait des dégâts physiques. Et ces dégâts physiques sont compliqués pour qu'ils s'en remettent. Mais en priorité, donc la sécurité des personnes sur la voie publique. Mais nombreuses recherches, pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte que cet éclairage public, il nous enlève quand même 30 à 40% d'accidents de la circulation et 50% des effractions et des vols d'actes de vandalisme. Donc, le 12 juillet 2010, ça a introduit le droit de l'environnement et de la prévention et une nuisance lumineuse. Parce qu'en fait, au final, on a tellement éclairé les choses à plein d'endroits. Moi, je suis typiquement sur les Alpes-Maritimes, et dans ces Alpes-Maritimes, on a des villes qui sont éclairées énormément, et ce qui cause des nuisances après à plein d'endroits. Donc en 2010, on a demandé de faire attention aux émissions inutiles de lumière artificielle, c'est-à-dire qu'en fait, on a changé le principe des éclairages publics. On a eu des éclairages publics qui étaient en fait des éclairages avec, je ne sais pas, vous vous rappelez sûrement, puis il y en a encore un peu de partout, les boules lumineuses. C'est-à-dire que la boule lumineuse dans l'éclairage public, je pense que c'est quelque chose qui est le plus illogique, c'est-à-dire qu'on a les 3/4 de la boule qui éclaire le ciel par rapport à l'utilité d'éclairer que le sol. Donc c'est vrai que de plus en plus, quand on voit les nouveaux luminaires se monter, de toute façon, c'est toujours des luminaires tête en bas, avec des éclairages qui diffusent que vers le bas. En juillet 2013, il y a eu un arrêté obligatoire l'extinction des vitrines. Alors, c'est vrai que l'extinction des vitrines, c'est quelque chose qui était important. Pourquoi? Parce que la consommation d'énergie par les vitrines était énorme. Et ça fait là aussi partie de l'éclairage, entre guillemets, public, puisque c'est un éclairage extérieur pour montrer sa société, montrer son commerce. Donc, il participe à la sécurité, l'éclairage public, ça c'est sûr. Donc, il joue un rôle important au niveau nocturne dans les espaces publics. C'est vrai que quand moi, c'est pareil, je me balade avec mes enfants le soir, par exemple sur les plages ou autres, vers chez moi, ou dans les villes, c'est vrai qu'on est plus rassuré quand on voit correctement ce qui se passe autour et qu'on voit les gens arriver. Mais ça participe aussi à la convivialité et l'embellissement. C'est-à-dire que beaucoup de villes maintenant éclairent des monuments, et tout ça a un coût. Et quand c'est mal géré, c'est vrai que ce coût-là est difficilement résorbable. C'est-à-dire qu'on a une obligation de sécurité, mais on a aussi une obligation d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver des solutions pour que l'ensemble de l'éclairage public en France soit à même de gérer les sécurités des personnes, mais soit surtout à même de ne pas trop consommer non plus et d'être géré à bon escient au bon moment. C'est vrai que quand on voit certains monuments allumés à 2 heures du matin ou 3 heures du matin en plein hiver, j'ai quand même de forts doutes qu'il y ait beaucoup de touristes au milieu pour aller voir ce monument-là à cette heure-là. Alors, le ministère de l'Intérieur, il a publié au JO officiel, c'est le JO du Sénat officiel, le 7 juin 2018, donc page telle, qu'en fait, tous ces principes de fonctionnement de dispositifs d'éclairage, ce n'était pas à l'État de prendre acte et de définir les règles, mais il laisse ça justement aux communautés. Ça veut dire que c'est à eux de décider leurs règles de base, d'accord? Savoir s'ils veulent éteindre, parce qu'on a dit que c'était sécuritaire, donc éteindre une rue, ça pose un souci sécuritaire, mais en fait, c'est resté à l'appréciation des municipalités. Donc obligatoirement, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve avec des informations qui sont spécifiques par les municipalités. Donc certaines décident d'éteindre des rues. On a d'autres solutions maintenant, grâce au smart. Justement, ces solutions vont nous permettre d'éteindre des rues, mais de les réallumer automatiquement quand il y en a besoin. Donc l'ADEME, elle, qui est bien fondée au niveau de toutes les ressources économiques, a bien défini
les enjeux, hein, donc la sécurité des personnes, des biens, la maîtrise de la consommation d'énergie, les diminutions des nuisances lumineuses, hein, pollution du ciel nocturne, collecte et recyclage du matériel usagé, parce que ça aussi, quand on utilise certaines techniques, sodium et ainsi de suite, ben, il faut savoir ce qu'on en fait derrière. En France, l'énergie représente 41% des consommations d'électricité d'une collectivité territoriale, 16% de leur consommation de toute énergie confondue, donc juste pour un élément, hein, l'éclairage public, et 37% de la facture d'électricité, donc ce qui est quand même assez énorme. Donc, on a vu depuis 2005 hein, donc, des avènements de nouvelles technologies. On a commencé à mettre des horloges astronomiques un peu de partout, des variateurs de puissance. On passe à la LED maintenant. Donc, on a vu des diminutions de consommation, mais ces diminutions de consommation, en fait, au niveau des dépenses, par contre, il n'y a pour l'instant pas beaucoup d'actes réels parce que la diminution n'est pas suffisante par rapport à l'augmentation du coût de l'électricité. Donc, on part d'un principe que la moitié du parc est obsolète, hein, boule diffusante, les lampes à vapeur de mercure, il y en a encore, et il y en a encore beaucoup en France. Et près de 40% des luminaires en service donc, ont plus de 20 ans. En fait, c'est entre 20 et 25 ans. Donc, l'investissement nécessaire pour la rénovation, donc les collectivités locales, c'est vrai qu'elles ont au départ un coût de rénovation qui est très important pour eux. C'est-à-dire qu'ils hésitent au départ à le faire parce qu'ils se disent, oula, ça fait quand même énormément d'argent vu le nombre de mâts diffusés. Et donc, au final, on se rend compte que en diffusant, en faisant une modernisation correcte, c'est-à-dire avec des lampes plus performantes, bien entendu, dessus, et des coûts d'exploitation de maintenance qui peuvent diminuer justement avec l'intelligence. Donc, l'ADEME a mis en place un outil et propose du financement. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'utilise avec mes jeunes. C'est un outil que je trouve très, très bien fait. C'est l'OPEPA. L'OPEPA, en fait, ça nous permet de faire un pré-diagnostic sur un éclairage public. Alors, autant du MELEC et du SN, justement, où on arrive dans les systèmes où on ne doit plus faire vraiment de grands calculatoires comme il était défini un peu avant. C'est un système que je trouve moi très très bien. En fait, quand on va sur l'OPEPA, on vient pouvoir définir l'artère principale, donc le type de rue, hein, artère principale, voie commerçante et ainsi de suite. Derrière, on va mettre le nombre de foyers lumineux identiques, hein, donc sur une rue par exemple, si on veut juste voir l'implantation que ça peut avoir sur une rue. Nature de la source lumineuse, donc là, on a quasiment tout ce qui existe, hein, sodium haute pression, sodium basse pression, vapeur de mercure, iodure métallique, LED, tube fluorescent, lampe fluorescente compacte. La puissance de la source, donc actuelle, en watts. La nature de l'appareillage, donc ferromagnétique, électronique, les gradables, les électroniques gradables. La nature des luminaires. Alors là, ils ont vraiment fait un truc pas mal où ils ont défini là, les différents types de luminaires, hein, donc les fonctionnels vétustes, les 4 lanternes. Donc en fait, visuellement, on peut savoir dans quelle catégorie on se retrouve. L'état des luminaires, est-ce qu'ils sont bons, moyens, en mauvais état? Le type d'allumage et d'extinction, donc cellule photoélectrique, lumandar, horloge astronomique, relais pulsadis, commande manuelle, fibre optique. Les extinctions nocturnes, si oui, 4 heures par nuit, 5, 6, 7 heures par nuit. La présence d'un dispositif de gradation. Alors là, l'OPEPA, ça a arrêté en fait un système existant, donc les systèmes de gradation, qui est un système qui existe depuis très longtemps. Et derrière, par contre, il faut rajouter maintenant toute l'intelligence qu'on peut avoir avec des calendriers, avec plein de choses que l'on peut contrôler à distance, donc et justement venir superviser. Donc cet outil-là, il est super sympa. J'ai fait un petit essai sur une rue dans la ville où j'habite, sur une modernisation qui est en cours de route en plus. Hein. Cette modernisation, en modifiant une rue, donc une rue qui correspondait à 40 éclairages publics, on arrive à faire une économie de 7 500 € par an en consommation. Et ce qui en fait amène derrière un ROI, donc un retour sur investissement, si on met une des dernières technologies d'éclairage public, on arrive à un ROI en 3 ans, c'est-à-dire un retour sur investissement au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans, la technologie a été remboursée et on commence justement à faire de réelles économies. Donc, c'est des choses que les municipalités maintenant se posent de plus en plus comme question. Donc, cet outil de l'OPEPA, je le trouve très très bien. Moi, c'est vrai que je l'utilise beaucoup. Je pense que ça serait quelque chose qui devrait être utilisé avec pas mal d'élèves. En plus, c'est les outils de l'ADEME. Donc, en général, l'ADEME fait plutôt les choses bien. Et c'est vrai que ça me donne une bonne notion, juste sur des petits changements. Faites des essais chez vous, juste des petits changements. On passait
d'un sodium ou d'une mercure à une LED. Juste ça, sans rajouter déjà d'intelligence, vous allez voir les différences que ça peut produire. J'ai pris une ville de Belgique, comme ça il n'y a personne qui sera mis en avant en France, sur justement une démonstration d'un éclairage intelligent. Alors, on va aller assez vite dessus parce que la vidéo est assez longue et c'est vrai que j'ai pas fait de coupure extra dessus. C'est présenté donc comment fonctionne une rue intelligente. Donc, on va voir qu'en se déplaçant dans la vidéo, une prise de contrôle en configuration manuelle, donc extinction et allumage. Donc voilà, bon, ça c'est quelque chose qu'on sait tous faire déjà depuis longtemps. Hein. Sur Smart Grid, j'ai parlé de Nice Grid. Nice Grid, on a fait ça avec des Linky. Là, on peut faire des progressifs, hein, donc on a une variation bien entendu sur la lampe. Donc ça, c'est les choses qu'on maîtrise déjà. Mais au fur et à mesure, en fait, on se rend compte qu'on peut faire de mieux en mieux. C'est-à-dire on peut s'en servir d'avertisseur. Alors, ce qui est pas mal pour les personnes malentendantes, hein. On peut s'en servir d'avertisseur. On pourra voir ça après sur un autre webinaire qu'on a envie de faire là sur les PPMS. On pourrait se servir de ça, des lumières justement pour toutes les personnes malentendantes. Après, on voit qu'on a plusieurs autres possibilités. Le contrôle individuel de chaque luminaire. Alors, si on arrive à avoir un contrôle individuel de chaque luminaire, ça laisse imaginer plein de possibilités. Dans ces possibilités-là, on a justement le principe de dire, si on arrive à éclairer au fur et à mesure et à éteindre celui qu'on a envie, on pourrait très bien commencer par suivre les personnes et dire, voilà, au final, je peux éteindre une partie de la rue, puisque la personne piéton qu'on a vue, elle a traversé, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que des voitures. S'il ne reste plus que des voitures, on peut commencer à éteindre une partie de la rue. Donc là, on fait de l'allumage progressif, c'est-à-dire qu'on allume au fur et à mesure la rue pour suivre le véhicule et pour l'aider dans sa circulation. On pourrait très bien imaginer la même chose sur les piétons. C'est-à-dire qu'au final, on pourrait très bien avoir différents modes de fonctionnement qui vont être amenés par des intelligences différentes. L'allumage immédiat sur une distance très courte en présence d'usagers, c'est-à-dire que c'est vrai que l'automobiliste la nuit ne voit pas spécialement tous les piétons. Donc si on a un taux de lumière insuffisant, on pourrait très bien forcer cet éclairage pour dire attention, il y a des piétons qui sont dans les parages. Donc on peut emmener en fait pas mal de principes. Par exemple, le passage d'un vélo, hein, on peut le suivre sur ce passage de vélo. C'est quelque chose qui nous amène la sécurité nécessaire, donc la circulation tranquille nécessaire, et de surcroît une grosse économie d'énergie, puisqu'en fait on va allumer les feux qu'au fur et à mesure de ce qu'on a besoin. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit ici. Il y a un éclairage. Voilà, ils ont allumé les deux voies parce qu'ils ne savent pas par où ils passent. Et dès que le détecteur va le voir, ils vont continuer à avancer et à le suivre, c'est-à-dire à éteindre tous les luminaires. Là, on se rend compte qu'on a 4 voire 5 luminaires allumés pour une seule personne, alors qu'habituellement, on allume la rue entière pour cette personne-là. Donc, bien entendu, si on a 200 éclairages sur une grande avenue, là, ça fait 196 éclairages qui sont éteints pendant que le cycliste passe. Donc voilà, cette vidéo, alors vous pourrez la regarder après au fur et à mesure. On a la même chose pour le passage d'un piéton, hein, donc on va s'en arrêter là, mais c'est vrai que c'est un principe qui nous permet justement d'avoir le principe de l'éclairage intelligent. Et cet éclairage intelligent nous amène à l'économie d'énergie et à garder la sécurité. Donc il y a pas mal de choses à voir sur ces éclairages. Il y a plein de solutions qui existent. Il y a des solutions à pléthore qui sont en cours de route. Donc il y a plein de villes qui commencent à s'équiper, comme la ville de Dijon par exemple. Hein. Je vous en bien aller voir la ville de Dijon. C'est assez sympa. Ils ont fait un site avec pas mal de choses dessus. Donc ça, c'était pour l'éclairage public. Alors comme je vous le disais, hein, ça reste vraiment de la petite découverte. On fera des webinaires détaillés sur l'éclairage public, parce qu'on pourrait y passer 3 heures sur l'éclairage public. On va faire un peu la découverte d'un autre principe un peu important au niveau des smart cities, bien entendu. C'est ce que vous connaissez tous, les véhicules électriques. Hein. Tout le monde en parle. Le gouvernement a gentiment dit à tous les constructeurs automobiles qu'il va falloir passer, autrement ils vont prendre des amendes. Donc ils passent tous au fur et à mesure à des hybrides ou alors à des véhicules 100% électriques. Il n'empêche qu'à l'heure actuelle, ce 100% électrique va nous poser des soucis parce qu'on a un gros problème. C'est ce qu'on appelle les bornes de recharge et plus généralement ce qu'on appelle les IRVE. Hein, tout ce qui est installation de recharge, les infrastructures de recharge de bornes électriques. Donc pourquoi ? Parce qu'en France, on n'a pas encore
le volume suffisant. On va s'en rendre compte que le volume suffisant n'y est pas. Donc, les véhicules électriques et l'évolution du marché. Donc, on voit bien une grosse progression d'achat de véhicules, on va dire électriques dans tous les sens du terme. Hein. C'est-à-dire qu'on a les utilitaires électriques, on a les hybrides rechargeables et à prolongateur d'autonomie. Donc, on voit qu'on a une grosse progression de vente de ces véhicules électriques. Hein. Sauf que on a un gros problème par rapport aux différents points de charge. En fait, l'objectif 2022, c'était 1 million de véhicules électrifiés, 100 000 points de recharge installés. Bilan en février 2020, on a grossièrement 28 000 points installés avec une progression de 7 à 8 000 points par an. Alors, 7 à 8 000 points par an, ça veut dire que l'objectif des 100 000 points de recharge qui sont demandés, ça sera atteint en 9 ans, donc en 2029. C'est-à-dire qu'on sera loin de l'objectif 2022. Alors à ça, bien entendu, il y a plusieurs raisons. Alors une des raisons qui a freiné, à juste titre, qui a freiné cet enclin pour les installations de bornes de recharge, c'est la qualification qui est devenue une obligation. C'est-à-dire que les points de recharge pour véhicules installés doivent être installés par des professionnels habilités. Depuis donc, le 12 janvier 2017, hormis pour les bornes de puissance inférieures à 3,7 kW, si elles ne sont pas accessibles au public, là, on a le droit de les installer. Donc, le droit à la prise chez nous et ainsi de suite, ça ne nécessite pas un installateur qualifié. Par contre, ça va nécessiter obligatoirement, pour tout le reste, un installateur qualifié. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a des formations qui sont dispensées justement pour qualifier les opérateurs, pour qualifier les installateurs, pour qu'ils aient la capacité d'installer proprement des bornes. Pourquoi il y a eu cette qualification-là ? Parce qu'une borne de rue, par exemple, une borne avec du 22 kg, du 22 kVA derrière, si elle est mal installée, s'il n'y a pas de réglementation propre, correcte pour être installée, ça peut faire exactement ce qui s'est passé avec certains compteurs Enedis. On disait que les compteurs étaient mauvais parce que les compteurs Linky brûlaient. Les compteurs Linky, ils ne brûlent pas d'office tout seuls. Les compteurs Linky, c'est comme les bornes de recharge. Il y en a qui ont brûlé. Pourquoi ? Parce que l'installation n'a pas été faite correctement. Les serrages des vis n'étaient pas convenables. Donc voilà, tout ce qui est serrage de conducteurs, tout ce qui est obligation de protection, parce qu'il y a des obligations de protection, bien entendu. On a certaines protections. Il y a des fois, il y a des types F comme différentiel. D'autres fois, c'est des types B, donc à courant continu lisse. Donc, pas mal de choses, justement, qu'il faut prendre en compte pour que les installations soient sans danger et sans risque pour les personnes qui les utilisent. Donc, il y a plusieurs types de recharge. Alors, avant, on avait 3 types de recharge. Il y avait la recharge normale, la recharge accélérée, la recharge rapide. Alors, tout ça, ça a été un peu revu. Hein. La recharge normale, maintenant, ça va jusqu'à 22 kVA. Hein. Bon, on appelait ça des recharges accélérées. Maintenant, voilà, c'est une recharge normale. C'est ce qui est développé à plein d'endroits dans les rues. Ensuite, on a les recharges rapides. Alors là-dedans, bien entendu, je n'ai pas pris en compte la recharge de chez Tesla, qui est complètement à part par rapport aux autres chargeurs, hein, le superchargeur de chez Tesla, qui lui, ils sont en train de voir à 250 kW à l'heure actuelle. Eux, ils ont construit leur propre réseau électrique pour alimenter tout ça. Hein, parce que le plus gros problème qu'on va avoir, hein, et pourquoi on n'arrive pas non plus à développer, hormis le fait qu'il nous faut des professionnels qualifiés, on n'arrive pas vraiment à développer tout ça parce que tout simplement, derrière, on a besoin de puissance. C'est-à-dire que imaginez que l'ensemble des installations des véhicules se connectent simultanément. Ça risque juste d'être hallucinant au niveau de la consommation. Donc, les durées de recharge, pour l'instant, on sait qu'on va être entre 8 heures et une demi-heure hein, pour des grosses recharges. Toujours pareil, le principe, hein, 25 kW, hein, 160 km d'autonomie. Je ne vous dis pas de recharger votre véhicule qui est capable de faire comme une Tesla 600 km sans être rechargé. Là, on reste sur une valeur moyenne de 25 kWh et donc en 160 km d'autonomie. Donc, il va falloir entre 8 heures et 30 minutes pour qu'elle soit rechargée. Il est clair que si tout le monde se connecte en 22 kVA sur l'ensemble du territoire en simultané, par exemple le soir en rentrant du travail, les réseaux ne tiendront pas. Donc, il va falloir arriver justement derrière à avoir une vraie gestion pour qu'on puisse fonctionner correctement sur notre réseau électrique. Moi, je suis dans les Alpes-Maritimes, je l'ai dit sur les smart grids. On est une dernière roue du carrosse au niveau de l'alimentation électrique. Dire justement, en parlant de carrosse, hein, un carrosse chez nous, on n'a qu'une seule ligne à 100 000 qui arrive. On a une autre ligne qui est à Draguignan. Il est impensable pour nous d'avoir
des connexions simultanées de véhicules électriques. Hein. On a déjà 2 tronçons, par exemple sur Nice, il y a 2 tronçons d'auto bleus. Ces autos bleus, ils en voulaient un 3e tronçon. À l'heure actuelle, c'est infaisable chez nous parce qu'on n'a plus la puissance nécessaire. Notre ligne est trop surchargée pour qu'on puisse rajouter encore plus de participants dans les bornes de recharge. Donc le standard des prises, alors le standard des prises, ça a été un grand phénomène hein. Chez nous. La France avait opté pour le V-Plug, qui était une prise très intéressante, qui fonctionnait très très bien, qui avait un contrôle en plus de mise à la masse du véhicule. Enfin, tout était pas mal. Bon, il s'est avéré qu'il y a eu une norme européenne qui est arrivée là-dessus. Cette norme européenne a fait que le V-Plug a disparu et on est passé sur la type 2 ou la T2S, hein, donc la prise Mennekis, comme elle est souvent appelée. L'Allemagne a eu raison. C'est-à-dire que c'est la Mennekis qui a été prise, donc qui a un contrôle pilote dessus, mais qui ne met pas de fil de terre. Et par contre, après, sur les charges rapides, on a encore pour l'instant des obligations. Alors, ces obligations, pour l'instant, nous permettent d'avoir des câbles différents, donc le type 2, ou alors un type CHAdeMO si on est en courant continu, ou alors en courant continu aussi avec les combos 2. Pour l'instant, c'est toujours valable, mais à terme, normalement, on devrait recommencer à se reconcentrer sur un seul type de connecteurs, voire 2 types de connecteurs entre le courant continu et le courant alternatif. Alors, les modes de charge, hein, il y a le mode 1, l'absence de contrôle de charge. Donc, je dirais que c'est le principe de base qu'on peut avoir à la maison. Alors, faites très attention à la maison sur une recharge de véhicule électrique. Hein. Il y a des prises spécifiques qui existent, même une prise de pôle plus terre. Hein, il y a des prises spécifiques qui existent pour recharger les véhicules. C'est des prises qui sont renforcées. Pourquoi ? Parce qu'un véhicule électrique, comme on l'a vu, va mettre 8 à 10 heures pour se recharger. Si vous lui mettez 14 ampères à une prise standard de maison pendant 10 heures, la prise, elle va brûler. Ça, c'est sûr. Elle va noircir, elle va brûler. Donc, en fait, il y a des prises qui ont été renforcées. Hein, donc, il y a plusieurs sociétés qui ont fait des prises renforcées. Je sais que nous, on utilise les Legrand dans nos ateliers qui ont fait une prise mosaïque renforcée. Hein, c'est ce qu'ils ont appelé la Green Up Access, qui est une prise qui prend 14 ampères pendant 10 heures, je crois. Ils sont même passés à 16 ampères d'ailleurs, pendant 10 heures, pour justement éviter d'avoir des problèmes avec une surchauffe sur les connecteurs. Il y a le mode 2, donc c'est avec boîtier de contrôle de câble. Hein, donc il y a une communication qui s'exécute avec le chargeur. Après, il y a le mode 3, donc là, c'est une partie intelligence avec la borne. Et le mode 4, c'est la charge continue. Donc là, c'est plus des dérivés que pour l'instant, on n'utilise pas beaucoup. Nous, on est plus basé sur du mode 2 et du mode 3 en France. Donc, alors, cette vidéo, je l'aime bien. Alors, elle n'est pas représentative de la réalité pure et dure. C'est une vidéo de Legrand. Alors, je remercie Legrand aussi de nous laisser l'accès à tous ces documents, à toutes ces données, à tout ce qu'il faut pour qu'on puisse faire nos cours. C'est une vidéo justement qui montre bien l'utilisation du véhicule électrique comme on entendrait l'avoir. Alors, c'est pareil, c'est une vidéo qui ne remonte pas la pure réalité, mais on se rend compte que quand on se déplace avec des véhicules électriques, en fait, le principe, c'est d'avoir une batterie qui est toujours en charge pour pas qu'on soit non plus ennuyé dans nos déplacements. C'est-à-dire que la recharge, en fait, va se déplacer un peu dans tous les endroits. Donc, cette recharge, elle va se déplacer, bien entendu, à la maison. Ça, c'est obligatoire. Donc, vous voyez, d'ailleurs, on a une prise V-Plug qui est définie ici. Hein. C'est l'ancienne prise, parce que maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est la Mennekis qui prend. Donc, on voit déjà qu'on fournit de la data. Hein, autre que la charge, on fournit de la data pour en informer le système de maison. Donc, pour justement avoir des retours d'informations à distance sur nos véhicules, parce que c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que Tesla a mis ça en place aussi. Hein, on parle avec le véhicule. Maintenant, on lui demande de démarrer, on lui demande de s'ouvrir. On a plein de systèmes d'information. Ça nous permet d'avoir un tarif horaire. Alors, c'est sûr que le tarif d'un plein électrique ou le tarif d'un plein d'essence ou de gasoil n'a rien à voir. Hein. Et ça nous permet justement de pouvoir après gérer les modes de charge. On l'a vu dans la partie Smart Grid, où ce mode de charge pouvait justement, ces batteries de véhicules électriques pouvaient nous servir à fonctionner et à faire des batteries de stockage quand les véhicules sont à l'arrêt pour justement le réseau électrique de l'ensemble fonctionne correctement. Donc là, on voit le véhicule partir en direction de la ville. Et donc, à chaque fois que la personne arrive quelque part, hein, c'est ce qu'on appelle le droit à la prise, l'obligation même du droit à la prise. C'est-à-dire qu'on va arriver dans des endroits où, normalement, partout, il va y avoir la possibilité de connecter nos véhicules électriques. Alors, de partout. C'est vrai, de partout. Hein. Dans les établissements scolaires, ce n'est pas le cas encore.
pour les enseignants, mais il n'empêche que là aussi, normalement, la loi dit qu'on a un droit à la prise dans nos établissements scolaires. Alors, pour tous ceux qui ont le bac Promélec avec une borne de recharge, peuvent très bien se dire on va avoir des vraies mesures, comme ça on va en mettre une étanche dehors et puis comme ça on va pouvoir récupérer des vraies mesures avec le jeune. Donc c'est ce que j'ai envisagé de faire chez nous là, avec les mécaniciens auto qui eux s'occupent des véhicules électriques. Donc on va mettre une borne justement à disposition et pour eux, pour qu'ils puissent recharger leur véhicule d'essai et que pour les collègues puissent recharger aussi les leurs. Donc on voit en fait que le principe c'est de faire une répartition globale de toutes les bornes. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. 28 000 bornes sur 100 000 prévus. Au niveau public, on va avoir du mal. Après, il a été même défini. Alors c'est là où ça reste pour l'instant irréel. Il n'y aura pas de parking différent entre des véhicules électriques et des véhicules à essence, hein. On a eu des problèmes avec le GPL. Là, c'était un problème différent où justement on préférait avoir des véhicules interdits dans certains parkings à cause du confinement interne. Mais voilà, donc le principe, c'est vraiment ça. C'est l'habitude de la recharge électrique. En fait, c'est que l'habitude, normalement, elle doit arriver sur un aspect général du principe, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir se connecter de partout. Donc là, c'est le même principe que tout à l'heure, hein, la borne de recharge. En fait, on pourrait en parler très très longtemps. Moi, pour avoir beaucoup travaillé sur les bornes de recharge de chez Legrand, on pourrait en discuter aussi des heures et des heures. Je ne sais pas, on verra. Peut-être que ça fera l'appel à un autre webinaire avec des bornes de recharge connectées à des éclairages publics et à plein de choses comme ça. C'est faisable, ça se fait de partout. Il y a plein de solutions pour le faire. Donc justement, on va voir après la suite des équipements des Smart Cities. Alors, un des équipements que tout le monde connaît, mais en fait, on n'y pense pas spécialement, on n'y pense pas souvent, c'est la partie immobilier urbain. Alors, les mobiliers urbains, le principe de base des mobiliers urbains, c'est de nous donner, par exemple, comme là, un affichage dynamique, hein, c'est-à-dire nous informer de ce qui se passe. Là, on voit une pub pour un film, donc nous informer de plein de choses. On l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, on peut informer des accidents, on peut informer de plein de principes. Donc, ce mobilier urbain, en fait, grossièrement, c'est l'arrivée en masse qui va nous intéresser. Ça va être les arrivées des IoT. Hein. Donc, ça va être pour s'adapter donc aux enjeux économiques, sociaux, écologiques. Donc, le mobilier urbain, il va se moderniser, il va devenir connecté, comme nos vies quotidiennes. Hein. Maintenant, de moins en moins de personnes n'ont pas de smartphone, on récupère de plus en plus de monde connecté de tout genre. En fait, on commence à tous s'interconnecter dans tous les sens. La ville intelligente, donc l'affichage dynamique, les poubelles connectées, le matériel de circulation, il y a plein de choses comme ça qui vont être connectées et qui vont nous permettre normalement de vivre mieux. Dans un premier temps, de vivre plus en sécurité, de vivre dans des environnements meilleurs. Hein. On en parlait tout à l'heure. C'est vrai que les poubelles connectées, c'est quand même quelque chose qui me paraît d'une logique énorme. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a beaucoup de camions poubelles qui se déplacent tous les jours pour aller ramasser les poubelles. Et des fois, c'est peut-être rare, hein, surtout en ce moment, je pense que tout le monde à la maison est en train de faire son jardin, son garage, donc ils remplissent les containers. Mais normalement, ça arrive assez régulièrement qu'ils se déplacent sur des containers qui ne sont pas encore pleins. Ou alors ils vont faire des visites, voir les containers dans quel état ils sont. Après, ils vont appeler. Alors que si le container était entièrement connecté, obligatoirement, ils le sauraient d'office que voilà, ils arrivent à 3/4 de charge et que d'après les prévisions, il va falloir qu'ils le vident très rapidement. Donc, aujourd'hui, le mobilier urbain est donc de plus en plus innovant et connecté. En fait, à quoi ça nous sert? C'est qu'en fait, on peut regrouper plein de choses dedans. Donc, le matériel de repos et de convivialité, les installations contribuant à la propreté, donc je vous en parlais, hein, les poubelles, les sanitaires, le matériel d'information et de communication, l'affichage, les kiosques, les jeux pour enfants, les objets utiles à la circulation des véhicules, hein, c'est-à-dire que les panneaux d'affichage devraient tous être connectés, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, on ne verra plus un panneau en ferraille avec peint dessus la vitesse limitée, le fait que ce soit une zone de rencontre, le fait de plein de choses. C'est-à-dire qu'on pourrait adapter automatiquement aux événements qui se passent, hein, ce qu'on a vu un peu sur la Smart City de Dijon. C'est-à-dire on a un accident, on peut limiter les vitesses aux alentours en disant voilà, c'est plus 50 km/h ou 30 km/h, on va passer à 20 km/h. Dans la zone, on va passer à 10, on va en mettre un sens interdit qui n'avait pas lieu, mais on va pouvoir rajouter les sens interdits. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on a le problème des bandes au sol, hein, donc là, ça va être plus compliqué à gérer, mais dans l'avenir, c'est ce qu'on peut imaginer sans problème.
Donc, à l'origine, le mobilier urbain était avant tout caractérisé par un aspect pratique. C'est-à-dire qu'on a créé du mobilier urbain pour que ce soit pratique. Les premiers pardon, mobilier urbain, c'était en fait les abribus, la société de déco qui faisait des abribus. Et dans ces abribus-là, c'est vrai qu'il y avait, on mettait des affiches, on a d'ailleurs toujours, hein, la société de déco, on les voit, ils arrivent, ils posent leurs affiches dans les abribus. Voilà, donc on met du papier, on met de la colle, enfin on met plein de choses, on vient faire des choses qui, au final, pourraient être entièrement connectées et qui pourraient justement informer de plein de choses, hein, comme l'arrivée des bus, par exemple. C'est-à-dire que si on avait, je ne sais pas, des capteurs RFID dans les bus avec des détecteurs un peu de partout, on pourrait dire en temps réel à quelle heure arrive le bus, à combien de temps il a de retard, ou s'il a un peu d'avance, comme des fois ça peut arriver. Pareil un peu dans toutes les situations de la vie urbaine. Donc, ça va nous permettre, en fait, cette technologie d'IoT va nous permettre en fait d'optimiser justement la gestion de l'aménagement et donc tous les services, donc les détections, comme je le disais, des niveaux de remplissage de poubelles, suivre l'affluence des véhicules et des piétons pour optimiser la circulation. Hein, vous imaginez bien qu'en fait, il faut qu'on optimise une circulation. J'ai lu pas mal de choses là-dessus. C'est vrai qu'on se disait, si on essaye de faire des rues, par exemple, qui sont au niveau du plus fort taux d'affluence qui existe, imaginez juste les autoroutes en France sur la période de juillet à août. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs qui disaient, si on veut aligner notre infrastructure physiquement sur les besoins, cette infrastructure, il faudrait par exemple 10 voies dans chaque sens sur l'autoroute A7 pour qu'on puisse arriver à passer le problème de juillet-août. Ce qui veut dire que ces 10 voies-là, par contre, pendant les 10 autres mois qui restent, ne servira à rien, où il y aurait, en fait, au final, on aurait l'impression qu'il n'y ait quasiment aucune voiture dessus en permanence. Donc, en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est justement gérer la circulation. Si on va se rendre compte qu'à certains endroits, ça commence à bouchonner, on va pouvoir, avec tous ces IoT, le savoir très rapidement et en informer tous les objets connectés qui seront branchés dessus, donc les affichages dynamiques et ainsi de suite. Donc, les places de parking, alors je ne sais pas dans quelle ville vous vous situez. Nous, par exemple, j'ai travaillé pendant des années sur Nice. Garé à Nice, si on n'a pas un parking privé pour rentrer dedans, c'est juste hallucinant. Hein. Le triple fil, ça connaît bien les Niçois. C'est-à-dire qu'on se gare, on se regarde devant et on se regarde devant. Et là, bien entendu, ça pleut des amendes aussi. Hein. Là, l'avantage, c'est qu'on pourrait définir directement le nombre et la localisation des places de parking. Et pourquoi pas même imaginer des réservations de places de parking avec des bornes escamotables devant et ainsi de suite. Hein. Ça serait possible, hein, avec des abonnements. Et faire des parkings en plein air qui sont réservés pour des gens qui arrivent et qui ont dit, voilà, moi j'ai payé ma place de parking, il y a une borne escamotable qui descend, paf, il gare sa voiture et ainsi de suite. Et tout ça, ça va être rendu possible grâce justement à tous ces mobiliers urbains qui peuvent être entièrement connectés avec les principes d'IoT. Donc, l'utilisation des données, alors ça, voilà, c'est le gros problème. On a le même problème, nous, à l'heure actuelle, hein, sur nos webinaires, hein, la RGPD. Attention à la RGPD. Donc, voilà, notre but, il est de partager avec plein de gens nos savoirs, entre guillemets. Hein, ça paraît prétentieux, c'est pas nos savoirs, c'est une recherche, on va dire. Donc la RGPD, là, c'est le gros problème qu'on a avec tout le monde. Hein. On a le problème avec le Linky, hein, où attention, qu'est-ce qu'on fait des données, qu'est-ce qu'ils nous récupèrent, et ainsi de suite. Alors, le but du jeu, bien entendu, protéger ses données personnelles, c'est important. Hein. La sécurité, la cybersécurité est importante aussi. Après, il faut voir qu'à un moment donné, tout cet ensemble connecté nécessite obligatoirement de faire un certain partage de nombre de données qui peuvent avoir une importance, la localisation. Alors c'est vrai que la localisation, oui, mais je ne veux pas savoir ou je ne veux pas que tout le monde sache où je suis en moment. Ouais, mais si on ne veut pas savoir à quel, mais le premier truc qu'on fait avec nos smartphones, c'est quand on va rechercher un restaurant ou qu'on va rechercher quelque chose d'autre, on se retrouve justement à faire un premier truc, c'est à cliquer sur géolocalisation. Hein. Donc c'est vrai que ça va être assez rigolo d'arriver à gérer ce contexte d'IoT qui va interconnecter l'intégralité et qui va aussi essayer de nous faire protéger une RGPD derrière. Donc on peut très bien concilier bien entendu ce mobilier connecté et la sécurité de données. Hein. C'est-à-dire que par contre, ça va falloir que ça se fasse tout de suite avec la création d'Internet des objets. Et un problème, c'est que dans le monde, on a une grande tendance à créer nos objets et à les connecter et après à se rendre compte qu'il y a des failles. Voilà, je regarde comme vous toutes les informations, hein, à l'heure actuelle, surtout encore en ce moment. Prenez, certains collègues ont fait des choix, comme moi j'en ai fait, avec de connecter, de discuter avec Discord, Twitch, enfin bon, et plein de choses. Et là, on se rend compte que dans la Discord,
il y a des petits piratés de partout, les mecs récupèrent des données, coupent des conversations, enfin bon. Et on aura toujours ce mode de problème-là, hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on sécurise les objets avant de les faire, de les donner. Donc, ensuite, bien entendu, la bonne pratique, c'est de collecter que les données qu'on a vraiment besoin, hein. Se former continuellement pour s'adapter aux évolutions des besoins utilisateurs et technologiques. Donc, faire attention le mieux des futures attaques. Alors, le problème, c'est que c'est toujours pareil, hein. En informatique, on le sait à peu près tous, hein. C'est comme en médecine, hein. Quand il y a un virus qui arrive, surtout en ce moment, l'antivirus sont là que quand on a vu le virus avant, on ne l'a pas et on n'avait même pas imaginé que ça pouvait passer par là et que maintenant, il faut trouver un antivirus assez rapide. Donc, garantir la transparence auprès des usagers, oui, c'est-à-dire que chaque usager, ici on a la CNIL, hein, chaque usager est libre de ses données personnelles. Donc, on doit lui laisser un accès de modification, d'interdiction et plein de choses. Donc, ça permettrait normalement de générer ce qu'on appelle un environnement de confiance. Donc, l'avantage des IoT, bien entendu, c'est réaliser des économies. C'est le but du jeu au départ, hein, pour tout le monde, pour toutes les municipalités. Hein, je veux dire, c'est quand même de réaliser des économies. Améliorer l'utilisation des actifs et de l'équipement, hein, c'est-à-dire voilà, que tout fonctionne au mieux et de mieux collaborer au sein des services. Comme on l'a vu sur la ville de Dijon, c'est vrai que si les gens qui sont à la circulation se rendent compte d'un accident et que les pompiers, le SAMU sont prévenus automatiquement aussi, donc ils peuvent tous intervenir plus vite et donc tout se passera largement mieux. Donc l'IoT et la ville intelligente améliore grandement les services et la gestion des municipalités grâce à la technologie intelligente. Est-ce que tu peux baisser le son des vidéos à tout hasard? Je ne l'ai pas pris en réglage là. D'accord. Bon. Non, en fait, c'est souvent une question qui revient et c'est vrai que si on pouvait baisser le son, je ne sais pas si techniquement c'est faisable ou pas en baissant peut-être le... Sur la configuration que j'ai à l'heure actuelle, ça risque d'être compliqué. Bon, ok. Je m'en arrangerai pour la prochaine fois, je me mettrai un contrôle volume, mais là, je n'avais pas, je sais pas. Non, mais il n'y a pas de souci, c'était juste, voilà. Je ne pas ajouter. On avait pas mal de fois la question et donc je me suis permis de... Voilà. C'est une très bonne remarque parce que moi, de mon côté, je ne vois aucun problème. Donc, c'est le côté utilisateur qui est sympa. Ouais. L'impossible. Voici comment. Les administrations municipales gagnent du temps et économisent de l'argent grâce à des immeubles équipés de systèmes intelligents qui contrôlent le chauffage, la climatisation, les stores, les portes et l'éclairage. Améliorent la sécurité des élèves et du personnel et permettent de suivre l'équipement pour réduire les pertes. Alors là, c'est pareil, on aura l'occasion d'en parler juste après. Donc, sur cette vidéo, on va aller vite, mais c'est vrai que moi, j'aime bien le premier truc, ayant été formateur en ascenseur, en maintenance d'ascenseur pendant quelques temps. Si on avait des informations directes autres que l'appui sur le bouton du client, si la machine nous envoyait des informations régulières, on pourrait faire de la maintenance d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien faire la maintenance préventive et après arriver dans des maintenances prédictives, pourquoi pas, hein, si on avait des retours d'informations multiples. Donc voilà, c'est juste, voilà. Après, derrière, on voit l'école intelligente, alors on voit la partie sécuritaire, on aura l'occasion d'en parler juste après. C'est pour ça que cette vidéo, on va aller très vite dessus. Le système de GPS, alors là, le jour où on colle des GPS à tous nos enfants, je pense que personne ne va apprécier. Les fuites d'eau, ça peut être plutôt intéressant pour le bien commun. Intelligents permettent d'économiser l'argent des contribuables en commandant une collecte uniquement quand ils sont pleins. Les automobilistes n'ont plus à tourner en rond à la recherche d'une place de stationnement, grâce à un système connecté qui les avise d'une place disponible. En plus de faire gagner du temps et économiser de l'argent aux automobilistes, ce système réduit la pollution. Des services de transport en commun connectés avisent les usagers de l'heure exacte du prochain passage de l'autobus. À bord des véhicules, les usagers profitent de la connectivité Wi-Fi et des écrans HD permettent de générer des revenus publicitaires. L'expérience client est ainsi améliorée. Des caméras intelligentes installées sur les quais assurent la protection des usagers du métro. Si quelqu'un tombe sur les rails, l'alimentation du métro est automatiquement coupée. Les premiers répondants sont connectés au moyen d'accessoires portatifs qui offrent la communication bidirectionnelle. Grâce à ces accessoires, il est possible de déterminer avec précision la position de tous les répondants et le lieu des incidents. Les répartiteurs et les chefs de service peuvent mieux maîtriser la situation. La technologie permet de sauver des vies en connectant les ambulanciers et les médecins. Les hôpitaux savent à quel moment arrive une ambulance. Les médecins peuvent consulter l'historique médical du patient qui leur a été transmis avant son arrivée. La paperasse s'en trouve réduite
et de meilleurs soins médicaux sont offerts. Nous faisons tout pour que vous puissiez tirer le maximum de la technologie. Voilà une autre raison pour laquelle vous pouvez exiger mieux de TELUS. La ville intelligente. Donc voilà, le principe, c'est vraiment justement de. J'aime bien cette vidéo parce qu'elle montre, en version animée pour l'instant, mais plein de possibilités des IoT. C'est vrai que dans beaucoup de cours, on parle beaucoup d'IoT. Et c'est vrai que de remettre des situations réelles de ce qu'il pourrait y avoir, ça peut être sympathique. Donc voilà, pour le mobilier urbain, là c'est pareil, le mobilier urbain, ça nécessiterait des tonnes et des tonnes de discussions. Il y a la partie vidéoprotection qui est importante. La partie vidéoprotection, alors bien entendu, la partie vidéoprotection, alors c'est décrié à plein d'endroits, c'est apprécié à d'autres, c'est assez compliqué. Par contre, on parle bien de vidéoprotection en France et pas de vidéosurveillance en fait. La vidéosurveillance, c'est dans les magasins, dans les habitations. Là, on vient surveiller notre magasin, notre habitation contre les vols et ainsi de suite. Le principe de la vidéoprotection, c'est vraiment justement de plus. Donc, la différence entre la vidéosurveillance et normalement, c'est en fait, on parle de vidéosurveillance quand c'est dans le privé, qu'on est à distance des lieux publics, et on parle de vidéoprotection dès qu'on est dans les lieux publics. Cela ne montre pas la surveillance aux gens, donc, mais la protection des gens, c'est vraiment au niveau vocabulaire en fait que c'est utilisé, mais ça a son importance parce qu'on est quand même là avec ces vidéos-là, autres pour verbaliser, c'est quand même pour protéger. Nice a eu son attentat en juillet, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a marqué les esprits. Et au final, on aurait eu des vidéosurveillance avec plus d'options encore, qui auraient pu peut-être nous aider à faire pas mal de choses. Donc bien entendu, dans les caméras, on a les caméras analogiques, c'est celles qui ont vu le jour en premier, parce qu'en fait, au départ, tout simplement, c'est que il n'y avait pas vraiment, l'Internet n'était pas globalisé en fait au début des mises en place des caméras. Donc la technologie, tout ce qui est technologie IP a été mis en place à partir des années 2000. Et puis avec l'apparition en fait, du haut débit aussi dans les foyers. Le type de raccordement, donc là on va aller vite parce que ça c'est pareil, ça c'est de l'info en plus. Il y a plein de types, de raccordements pour les vidéos en HDCVI. Sur les distances, en fait, ce qui est important, c'est de prendre en compte le bon câble par rapport aux distances que l'on veut avoir. Donc c'est pareil, c'est des distances maximales, sans perturbation, sans rien. On a tout ce qui est catégorie de câbles employés, bien entendu. Donc par exemple en Ethernet, l'UTP, l'FTP, on a pas mal de choses qui peuvent être employées. Et bien entendu, de plus en plus maintenant, c'est la fibre optique qui prend la main. Pourquoi la fibre optique ? Parce qu'on a un débit plus important, c'est-à-dire qu'on peut faire une collecte plus importante, on peut avoir des définitions encore plus importantes et surtout, on a des distances qui sont entre guillemets inarrêtables, donc avec très peu de perturbations et de pertes d'affaiblissement sur les kilomètres. Donc, les caméras IP, elles possèdent plein d'autres fonctions, en fait, l'auto-tracking, la détection de mouvement, donc on peut faire de l'intrusion de périmètre. Par exemple, dans certaines centrales nucléaires, quand ils font des visites, ils ont des couloirs, il y a des caméras qui sont là, et les couloirs, ils sont ouverts sur d'autres environnements, mais on n'a pas le droit de passer. C'est-à-dire que dès qu'on commence à sortir du couloir qui a été défini par la vidéoprotection et la vidéosurveillance, dans ce cas-là, on se retrouve, il y a une alerte qui est arrivée, comme quoi on doit revenir directement dans le tracé nécessaire au fonctionnement. On peut faire de l'audio, c'est-à-dire qu'on peut discuter en bidirectionnel, bien entendu. Le comptage de personnes, ça sert énormément dans les magasins, les supermarchés. Les hypermarchés qui ont une obligation de la loi de savoir combien de personnes en instantané ils ont dans leur magasin. Le franchissement des lignes. Reconnaissance faciale, alors c'est quelque chose de compliqué en ce moment. Moi, j'ai été dans un établissement scolaire à Nice où on avait l'idée, avec une grosse société américaine, de tester la reconnaissance faciale pour la sécurité des gens. Il y avait nos jeunes et puis tout le monde en fait qui était dans l'établissement scolaire, mais ça s'est avéré très très compliqué. Nice l'a fait pendant son carnaval. Mais après, voilà, le carnaval, la CNIL n'a pas autorisé. Alors, la vidéo, c'est pareil, ça, je vous la laisserai sur l'accès derrière pour que vous puissiez la voir. En fait, la ville de Nice l'a faite, ça a bien marché, c'était techniquement fiable. Le problème, la CNIL n'a pas autorisé, mais a expliqué qu'en fait, il n'y avait pas vraiment besoin d'autorisation. Mais bon, voilà, c'est assez compliqué. Il y avait 2 établissements dans la région sud maintenant, parce qu'on appelait ça PACA avant, mais dans la région sud maintenant, qui devaient avoir la reconnaissance faciale. Cette reconnaissance faciale a été arrêtée parce qu'il y a eu pas mal de plaintes de plein de gens
qui sont contre la reconnaissance faciale. Je pense que c'est quelque chose auquel on va arriver. J'ai un exemple typique de la reconnaissance faciale qui va arriver après. Surtout dans cette période, en fait, c'est une société qui a fait ça, ce qui est la société UNV. Et ben, UNV, qui est une société qui est basée au Lorient, ben, eux, ils ont géré un peu leur coronavirus avec ça. Pourquoi? Parce qu'avec leur caméra, donc leur principe de caméra, ils sont capables d'associer plein de choses. Donc caméra thermique avec, c'est-à-dire qu'ils ont été capables dans leurs algorithmes de mettre dans leur caméra justement des fonctionnements pour déceler des défauts de température des gens sans prendre en compte tout l'environnement. Donc on le voit là ils le font avec un petit appareil qui vient détecter, on vient détecter, savoir qu'est-ce qui se passe. On a une partie où voilà, ici c'est par exemple le contrôle typique qui pourrait être fait avec un système de caméra, voilà, qui est une caméra IP alors, entre guillemets lambda, c'est une caméra 5 mégapixels quand même, mais c'est une caméra lambda. Elle arrive à avoir des déviations de 0,3 degrés. C'est-à-dire qu'en fait, ils se servent de la partie reconnaissance faciale. On va le voir. Hein. Là, ils se servent pour l'instant de la caméra thermique. Et en fait, après, ils se servent de la partie reconnaissance faciale pour aller viser le visage de la personne. Alors, pas pour reconnaître facialement, mais pour vraiment viser sa partie visage pour que derrière, justement, on ne prenne pas en compte tous les autres gestes de température qu'il peut y avoir. Là, on le voit avec un café, je suppose. C'est une partie café chaude. La reconnaissance faciale nous permet de bien viser le visage et derrière, justement, d'aller avec la partie thermique, vérifier sa température et voir s'il a un défaut de température qui nécessiterait une mise à part des autres. Donc voilà, j'ai trouvé que cette vidéo était pas mal dans notre contexte. Ça permet, entre autres, de contrôler très rapidement et de partout, à des coûts qui ne sont pas si élevés que ça. Hein. En fait, quand on regarde bien, d'avoir un contrôle de température. Alors, ça a été énormément employé chez eux, en Corée, un peu de partout. Donc, après, à voir si à l'avenir, on n'aura pas de plus en plus de contrôles qui sont faits comme ça. Donc voilà, ça c'était la petite partie spécifique. Bon, gestion du trafic, je dirais que je sais qu'il est tard, je vois Fred qui me regarde du coin de l'œil en permanence. La gestion du trafic routier, je vous le laisserai dans la démo, on en a déjà pas mal parlé dans les différents domaines, donc là c'est pareil, on verra qu'il y a plein de choses, mais la partie qui reste intéressante, et je dirais la dernière partie qu'on va voir pour aujourd'hui, c'est la partie réseau mobile, parce qu'en fait tout ce qui a lieu à l'heure actuelle ne peut pas avoir lieu en fait, sans le réseau mobile. Alors pour l'instant, en ces jours, là, il est très très fortement sollicité. Hein. On nous a recommandé d'ailleurs de passer tous nos téléphones sur le Wi-Fi quand on est à la maison ou à proximité d'une borne Wi-Fi pour repartir sur la partie fixe du terrain, parce que nos cellules sont très très demandées en ce moment. Qu'est-ce qu'un réseau de téléphonie mobile? Un réseau de téléphonie mobile permet l'utilisation. Alors, juste cette petite vidéo, en fait, je me suis rendu compte qu'on a tous des élèves, on n'arrête pas de dire que nos élèves sont entièrement connectés, qu'ils maîtrisent tous les domaines avec leur téléphone, avec leur machin. En fait, réellement, nos élèves, ils savent aller sur plein d'applications qui existent. Par contre, la compréhension du pourquoi, du comment, je me suis rendu compte que plein ne savaient même pas envoyer un email avec leur téléphone, parce qu'ils ne l'ont jamais fait, en fait. C'est vrai que on est encore peut-être à l'ancienne pour eux maintenant, d'envoyer un email. Donc, en fait, c'est ce principe de téléphonie mobile. Moi, je l'emploie justement pour leur montrer comment fonctionne réellement la téléphonie, c'est-à-dire avec les principes d'antenne. Et après, je leur parle de toutes choses, comme les fréquences hertziennes ou alors les retours en fibre et ainsi de suite. Mais là, pour l'instant, c'est une petite vidéo qui nous permet de voir déjà de base ce que c'est les différences entre 2, 3, 4 et 5G, par exemple, qui vont arriver en 2020. D'un grand nombre de téléphones mobiles et de terminaux connectés. Il est composé d'antennes relais couvrant chacune une portion de territoire délimitée. En France métropolitaine, 4 opérateurs ont été autorisés par l'ARCEP à utiliser les bandes de fréquences indispensables au déploiement d'un réseau mobile. Dans les départements et territoires d'outre-mer, d'autres opérateurs ont obtenu ces fréquences. Comment mon téléphone capte le réseau mobile? Il faut vous trouver à portée d'une antenne relais investie par votre opérateur mobile, de sorte à réceptionner un signal radio suffisamment puissant. Le mobile évalue en continu la puissance des signaux à proximité. Si vous vous éloignez, il peut ainsi basculer vers une nouvelle antenne relais pour éviter que la connexion se dégrade. C'est un transfert intercellulaire. En haut à droite de votre écran est indiqué le réseau emprunté, à savoir celui de votre opérateur, mais aussi la qualité du signal et la technologie utilisée. Que signifient 2G, 3G, 4G et 5G? En France, 3 technologies de réseau mobile sont principalement utilisées. Le GSM ou 2G, son débit maximal est de 200 kbps.
l'UMTS ou 3G. Son débit maximal est de 40 mégabits par seconde. Et enfin le LTE ou 4G, qui est actuellement la technologie mobile la plus performante. Elle peut atteindre des débits allant jusqu'à 1 gigabit par seconde. Officiellement, Désormais, oui. la quasi-totalité de la population est couverte en 2G ou en 3G. Le déploiement de la 4G est, lui, encore inégal selon les opérateurs et les zones d'habitation. La 5G est prévue pour 2020. Quelles sont les conditions à réunir pour bénéficier de la 4G? Pour bénéficier de la 4G, vous devez posséder un terminal et un abonnement mobile compatible 4G et, bien sûr, vous trouver dans une zone couverte par le réseau 4G de votre opérateur. Sinon, le téléphone s'adapte à la technologie réseau disponible, qu'il s'agisse de 3G ou de 2G. Pour découvrir les meilleurs forfaits mobiles du moment, rendez-vous sur le site de Selectra ou contactez l'un de nos conseillers par téléphone. Il vous proposera l'offre la plus adaptée à votre budget et à vos... Voilà, on se rend compte qu'il y a plein de fréquences. Alors, des fréquences qui datent. Alors, bon, ils utilisent le terme GSM, donc j'ai fait un petit récapitulatif derrière quand même pour. Il y a eu des évolutions. Hein, la 2G, technologie GSM, hein, donc il y avait 2 bandes de fréquences, 900 et 1800. L'évolution en 2,5G, que ça a été appelé, c'était le GPRS. Hein. Après, en 2,75, le Edge. La 3G, c'est pareil. La 3G, il y a eu ce qu'on appelle la technologie UMTS, qui est passée en HSPA, en HSPA+. La 4G, c'est pareil. La 4G, en fait, c'est une technologie LTE. Après, c'est passé en 4G+, la LTE Advanced. C'est passé en 4G++, la 4G+, UHD. Il y a plein de technologies qui sont dessus. Et donc, on se retrouve avec derrière des tonnes de bandes de fréquences. La 5G, alors pour l'instant, alors, je le mets entre guillemets parce qu'on appelle la NR, la New Radio. Il y a plusieurs bandes de fréquences qui est prévues, la 1500, la 3500 et la 26 GHz. Pour l'instant, je sais que les tests s'affectent beaucoup sur la 26, la 3500 MHz. Donc, tout ce qui est appellation plus, en fait, on le réalise avec des agrégations de fréquences. Donc, on a rajouté, alors en 4G, on a rajouté quand même pas mal de choses sur des modulations, hein, les QAM. Alors, actuellement, on parle beaucoup des QAM. Donc, les QAM, bah, voilà, ça nous permet d'avoir une 4G qui va monter. Alors, 1 giga, hein, comme ils le disent dans la vidéo, c'est théorique. Hein, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, en QAM, on arrive à 440 mégabits hein, par seconde. C'est déjà pas mal. Après, derrière, on va avoir la 5G qui va arriver à 1 giga et ainsi de suite. Hein. Donc, ici, je vous ai laissé un petit tableau avec les rappels. Hein, la Radiocom 2000, la 1G. Plus personne n'en parle, mais elle a existé. La 2G, la 3G, la 4G, donc avec les différences. Hein. Donc la 4G++ avec la modulation et la 5G pouvant offrir 1 gigabit. Alors c'est la première chose qu'ils veulent avoir, c'est 1 gigabit. Hein. Et derrière, normalement, ça peut atteindre 10 gigabits. C'est-à-dire que d'avoir la même puissance que de la fibre optique. Donc sur des réseaux 5G, bon, l'a priori du réseau 5G est un peu différent, ça va être un peu plus compliqué. Ça va être un principe de cellule un peu plus compliqué. Alors là, c'est pareil, je sais que le temps presse. Donc, cette vidéo est très très bien pour savoir justement comment fonctionnent les différentes technologies, surtout la 5G qui arrive, parce que c'est quand même important de bien comprendre à quoi elle va nous servir sur les IoT. Elle est très longue, mais elle est très très intéressante. Donc, c'est une vidéo qu'on laissera à dispo avec la présentation pour ceux que ça intéresse, bien entendu. Hein, pour qu'ils puissent l'utiliser, la réutiliser, faire ce qu'ils en ont envie. Donc voilà pour l'instant. Alors je sais que c'était que juste vraiment des points de découverte, hein, mais voilà, on y a déjà passé 1h15. On avait dit 3/4 d'heure max. Bon bah voilà, j'ai encore dépassé que pour pas changer. Je parle beaucoup trop. C'est comme ça. C'est mon défaut de prof. Je parle trop. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des choses qu'elles on peut compléter ou aider. Ce sera avec plaisir. Si Sébastien. Déjà, on te remercie pour cette présentation. On a quelques questions. Concernant l'éclairage public, on nous a posé la question, est-ce que l'allumage et l'extinction des lampes, quel impact il y avait sur la durée de vie des ampoules? Alors, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que les anciennes technologies d'ampoules, c'est clair qu'elles n'aiment pas être allumées et éteintes constamment. C'est pour ça que quand on parle de modernisation des éclairages publics, on parle vraiment de modernisation complète. Il n'y a pas que la technologie d'utilisation et de commande et de communication qui va dessus. Il y a aussi la technologie de la lampe. On part par exemple, maintenant, on parle de plus en plus de la LED. Hein.
même si on pourra voir après, quand on fera une explication d'éclairage public au niveau de tout ce qui va être harmonique et ainsi de suite sur nos réseaux, ça va nous poser peut-être d'autres problèmes, mais sur de la LED de moins bonne qualité. Mais c'est vrai que derrière, on parle de tout. Alors que la LED, à l'heure actuelle, on se rend compte que même en la gérant, on a quand même une durée de vie qui est 5 fois supérieure à une ampoule, enfin, une lampe classique d'éclairage public, que ce soit au mercure, au sodium ou autre. Voilà. Donc, une autre question, c'était au niveau des recherches de véhicules. Ouais. On attire l'attention. Sur attention au coût de recharge, Ionity vient d'augmenter ses tarifs à 80 centimes à peu près du kilowattheure, soit 40 € pour 50 kWh. N'est-ce pas un frein à l'électrique hors de ses choix? Alors, l'augmentation du tarif électrique, oui, obligatoirement, c'est quelque chose on va y avoir le droit de toute façon. Donc après, est-ce que c'est un frein? Oui et non, alors c'est vrai que sur le premier, on a parlé du smart grid. Le smart grid, on a parlé d'autoconsommation, on a parlé de système PV autoconsommation, hein, donc de charge en batterie aussi, hein, de stockage sur réseau. Donc, bien entendu que l'augmentation des prix de l'électricité va nous coûter obligatoirement plus cher au niveau de la recharge de véhicules. Maintenant, si nos villes évoluent et que nos habitations évoluent aussi, c'est-à-dire qu'on va être producteur de notre propre énergie, hein, on en arrive à des composantes comme les BIPOS ou les TPOS, hein, les bâtiments à énergie positive, et ainsi de suite, les territoires à énergie positive, en disant, voilà, le but du jeu, c'est que quand on construit quelque chose, il faut qu'il produise autant que ce qu'il consomme, quoi. Donc, voilà, on va être amené à faire de l'éolien, à faire tout ce qu'on peut faire, donc le PV en priorité, bien entendu, mais de l'éolien pour justement pouvoir avoir plein de choses différentes et donc libérer EDF. C'est-à-dire que enfin l'EDF, Direct Énergie, Prouvéo, enfin tous les producteurs d'énergie. C'est vrai que c'est compliqué pour ces gens-là qui ont l'obligation d'expliquer qu'on doit faire des économies d'énergie et vendre de l'énergie en même temps. Donc voilà, ils nous disent de ne pas trop consommer et de trouver des solutions pour moins consommer, parce qu'ils ont des obligations légales là-dessus. Et derrière, à côté de ça, ils vendent quand même de l'énergie, donc ils font de l'argent grâce à la consommation qu'on a. Mais c'est vrai que ça va poser des freins dans un premier temps, peut-être, quand on voit le prix d'un litre de carburant à l'heure actuelle. Pour l'instant, on a encore de la marge. Hein, donc, j'espère que d'ici là, on aura un fonctionnement d'énergie renouvelable suffisant pour justement pouvoir faire de l'autoconso et être notre propre producteur de nos consommations. Ensuite, c'est sur le mobilier urbain. Donc, on balaye un petit peu tout ce que l'on a vu justement dans la Smart City. L'utilisation des objets connectés pour vérifier si un bac à verre est plein ou pas. L'utilisation du capteur low power avec le protocole LoRa ou Sigfox déjà en place. Oui, bien sûr, il y a déjà plein de choses qui existent sous LoRa, sous Sigfox. Il y a pas mal de choses. Hein. On a même des fournisseurs d'accès maintenant qui nous fournissent des box avec des options domotiques, justement sous Sigfox aussi. C'est-à-dire que oui, bien sûr, en fait, on pourrait même avoir nos propres poubelles particulières connectées. On pourra avoir plein de choses connectées, justement. Ça existe déjà, il y en a déjà en place. Hein, pour ceux qui auront l'occasion, dans un peu plus longtemps, de venir à Cannes, par exemple, on a des poubelles connectées qui existent, qui sont déjà installées sur Cannes. Il y en a, je sais, plein partout à New York, à Manhattan. Pour les avoir vus, il y a déjà plein de poubelles connectées, de containers connectés. Donc oui, le but du jeu, c'est d'avoir tout connecté et de limiter les gaz des camions poubelles, la nuisance aussi bien sonore qu'autre des poubelles qu'on fait tous chaque jour. Voilà, une autre question. Tous ces échanges d'énergie risquent de poser des problèmes sur les réseaux, même en local. Qu'est-il prévu? Alors justement, le principe, on l'a vu un peu dans le Smart Grid jeudi dernier. Oui, c'est pour ça qu'on a arrêté, on a arrêté, pas encore, mais on ne fait plus de PV raccordé réseau, par exemple, où on injectait tout et on faisait la revente totale. C'est pour nous, moi déjà dans le sud, une aberration complète parce qu'en fait, on avait une incapacité déjà à fournir nos consommations, donc rajouter en plus dessus des productions, c'était pas vraiment gérable à 200% pour nous. On
sait qu'on va avoir des difficultés sur nos réseaux. C'est pour ça qu'on va générer justement ce qu'on appelle des microgrids, et plus le terme smart grid, que je l'avais expliqué jeudi. Microgrid, ça veut dire qu'on localement, on va mettre des batteries pour sortir le plus vite possible du réseau et stocker de l'énergie aux endroits où on en a plus besoin pour libérer justement le plus possible les réseaux électriques de France, quoi. Donc, moi, en même temps, j'essaie de taper les réponses. Voilà. Une autre question qui revient, c'est voilà, est-ce que le réseau Internet actuel peut supporter tous les appareils connectés? Alors là, je suis pas devin, hein, mais oui, normalement, oui. La plupart des FAI, hein, des fournisseurs d'accès à Internet, fibrent tous leurs nœuds de raccordement, fibrent toutes leurs installations. La fibre, on a vu des fournisseurs qui offrent maintenant 10 gigas de fibre en personnel à la maison. S'ils offrent 10 gigas, c'est qu'il y a une puissance derrière qui nous permet de le faire. Tous les opérateurs, voilà, ils sont maintenant quasiment tous à minima en disant bah voilà, on peut fournir 2 gigas. Oui, normalement oui. Ça veut dire qu'après derrière, est-ce que nos serveurs, nos ordinateurs seront capables d'aller aussi vite que ce que est capable de faire notre box avec une fibre? Moi, par exemple, je suis équipé avec un ordinateur qui est un très très bon ordinateur. Il n'empêche que c'est pas ma fibre qui me ralentit, c'est mon ordinateur qui me ralentit parce que son mode de communication à lui, le 10 gigas, il faut que je rajoute un connecteur SFP. Enfin, oui, pour l'instant, nos réseaux ils sont entièrement en entière capacité. Ben, on en a la preuve un peu en ce moment, hein, même si on joue la précaution, à savoir que tout le monde télétravaille, on est en train de le faire. Dire qu'on est 100 plus que 109 pour l'instant, mais on était 140 tout à l'heure, plus les youtubeurs derrière, on était un paquet sur la même applicatif, en fait, entre guillemets. Et pourtant, tout tient, alors que tout le monde télétravaille en ce moment. Les enfants font ou leurs devoirs ou regardent beaucoup Netflix. Enfin bon, après, ça dépend des enfants. Mais je pense qu'ils sont à peu près tous pareils. Voilà, on va faire du Netflix, on va faire du Canal, même si eux ont décidé quand même de baisser leur qualité. Pour l'instant, nos réseaux tiennent, donc il n'y a aucune raison que nos réseaux ne tiennent pas si on continue à laisser, je dirais, un peu de souplesse à nos fournisseurs d'accès pour qu'ils puissent fibrer, hein, ce qui a été un des deals sur l'achat des fréquences en 4G. On verra ce que le deal dira pour la 5G, puisque les FAI ont une souplesse sur l'achat des fréquences 4G, justement pour pouvoir remettre en place toute une infrastructure fibrée et plus de pylônes et tout fibré, justement, pour pas qu'on ait de problème de congestion au niveau aussi bien des antennes, hein, parce que les cellules d'une antenne risquent d'être congestionnées. On ne peut pas accepter des milliards de personnes sur la même antenne. Par contre, le nœud qui repart derrière au réseau fixe, c'est pareil, il peut y avoir congestion. Donc là, on fibre tout partout pour éviter les problèmes. Ouais. Voilà, donc voilà, ça répond aussi un petit peu à une question, c'est que une question où on nous dit qu'effectivement, on aurait pu ajouter la fibre optique concernant l'environnement de la Smart City. Ah oui, je l'avais mis au départ. Je l'avais entièrement mis au départ. Il n'empêche que là, je vais me faire pourrir parce que j'ai dépassé déjà d'une bonne demi-heure. Mais non, je déconne, mais c'est vrai que je l'avais mis au départ. Mais on a prévu un webinaire, en fait, mercredi, je crois, Fred, hein, si je ne me trompe pas. On a prévu un webinaire sur la fibre optique mercredi. Et je me suis dit, à un moment donné, j'ai déjà tellement de choses à dire. Si je rajoute en plus la fibre optique, où là, il y a encore plein de choses à dire. Voilà, j'en ai parlé un petit peu en disant qu'on raccordait de plus en plus tout à la fibre, hein, mais voilà, c'est la fibre, ça sera mercredi matin pour ceux qui veulent être là encore une fois et assister au webinaire fibre. Oui, bien entendu, la fibre, c'est quelque chose de plus qu'important et on n'a pas d'autre choix que de se sortir de notre communication cuivre qu'on avait à l'époque. Voilà. On me pose également la question, que veut dire DALI? C'est un protocole, c'est un bus de terrain en fait, c'est un protocole de communication, le DALI. Alors c'est vraiment un bus de terrain, c'est-à-dire que le DALI, il va être utilisé régulièrement dans tout ce qui est éclairage public. Hein. Je vois la question, quels sont les protocoles utilisés en éclairage public? Le DALI peut-il en faire partie? Oui, bien sûr qu'il en fait partie en tant que bus de terrain. Ça veut dire que voilà, il y a des solutions qui vont permettre d'avoir des grandes communications, un peu comme le Linky en CPL large bande. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, on va utiliser les tuyaux d'alimentation des éclairages existants, hein, c'est-à-dire qu'on va utiliser les câbles d'alimentation pour revenir à des boîtiers intelligents dans les mâts. Et ce boîtier intelligent, on va discuter en DALI, justement en protocole DALI, donc avec le luminaire pour tout ce qui va être variation, commande d'allumage, d'extinction et ainsi de suite. Donc oui, bien sûr que le DALI
a fait ses preuves là-dedans. Donc, le DALI est utilisé dans plein de domaines d'éclairage public et que c'est un bus de terrain, par contre. C'est-à-dire qu'un bus de terrain, ça veut dire que ce n'est pas un bus qu'on déploie sur 500 mètres. C'est un bus de terrain. Un bus de terrain, ça veut dire un bus court, un peu comme dans l'industrie. On va faire des bus très courts. Et après, on va tout remonter sur des plateformes IP, justement pour pouvoir après réenvoyer ça sur des superviseurs. Voilà. On a également voilà, un participant qui nous dit DALI Digital Addressable Lighting Interface. Voilà. Ouais, oui, la définition, oui. Digital Addressable Lighting Interface. Donc Lightning, ça porte bien son nom. Mais c'est vrai que le DALI est quelque chose qui est utilisé, je crois, dans quasiment tous les protocoles d'éclairage public maintenant. Juste à faire attention que c'est bien un bus de terrain et pas un bus longue distance, quoi. Voilà. Une autre question, dans mon établissement, on veut installer une borne de recharge, donc, je suppose, au garage mécanique auto. Ouais. On voudrait aussi que nos élèves MELEC électricité interviennent sur cette borne. Mais une fois installés, les élèves ne peuvent plus intervenir pour prendre des tensions, courants et autres. Avez-vous des idées à ce niveau? Ah oui, j'ai de très bonnes idées pour avoir fait plein de choses déjà là-dessus. En fait, si on prend moi, la borne que je connais bien, c'est la borne Legrand, parce que c'est celle que j'utilise dans mes ateliers. Cette borne Legrand, en fait, a de la partie web server. Donc, c'est-à-dire on remonte toutes les informations de mesure par un protocole Modbus, par exemple. On peut très bien le remonter en IP, mais on peut très bien le remonter en Modbus. Le Modbus est annoncé en théorie jusqu'à 1 km de fonctionnement. Donc, on peut très bien remonter un câble Modbus qui est moins parasité qu'un câble IP d'ailleurs dans notre infrastructure pour ramener le bus à l'atelier. Et après, rien ne vous empêche d'avoir une installation maître au niveau des protections. Donc, vous avez les protections qui sont dans la borne et puis vous pouvez avoir une protection pour faire de la mesure de tension en direct. Maintenant, le webmaster, le serveur web, lui, il va renvoyer justement la totalité des informations de consommation de puissance nécessaires. On pourrait même jouer avec les priorisations, parce qu'on a vu ça un peu dans les smart grids, mais justement de faire de la priorité, quand est-ce qu'on en a besoin, quand est-ce qu'on coupe les bornes pour éviter que le réseau électrique tombe. Donc, en fait, tout simplement, le matériel existe déjà chez les fabricants. On a la possibilité d'installer des bornes avec des serveurs web qui vont nous permettre de récupérer les mesures. Et c'est encore mieux d'ailleurs d'avoir la borne au niveau de la mécanique auto pour avoir des vraies mesures de consommation, parce qu'on va pouvoir étudier la charge et décharge des batteries, ce qui est dans une borne dans l'atelier va être plus compliqué, mis à part si la voiture électrique arrive jusqu'à l'atelier. Voilà. On me pose une autre question. Serait-il possible d'avoir 2 mots sur les nouvelles tendances des Smart Cities? Les nouvelles, je n'ai pas compris. Nouvelles tendances, je ne sais pas. Nouvelle tendance, vous voyez, vous prenez Dijon par exemple, la nouvelle tendance, voilà. La ville dijonnaise, de Dijon, c'est vraiment le principe de base de la nouvelle tendance, c'est-à-dire vraiment tout interconnecté. Voilà, le plus grand but du jeu, c'est de tout connecter. La Smart City, c'est vraiment la ville intelligente. Une ville intelligente sans connexion, il n'y aura pas de ville intelligente. Donc les tendances, c'est à l'heure actuelle, comme je vous l'ai dit, c'est surtout l'éclairage public, les bornes de recharge, les vidéoprotections, le mobilier urbain. Voilà, c'est pour ça que je les ai sortis de là, parce que c'est vrai que dans la Smart, je vous ai montré des images où vous avez plein d'informations, la gestion du trafic et ainsi de suite. C'est vrai qu'il y a plein de choses. Je n'ai pas fait un truc spécifique sur les containers à poubelle, parce que là, c'est pareil, on pourra en parler énormément. Mais c'est vrai qu'au final, on a quand même voilà, les grands trucs à l'heure actuelle, c'est l'éclairage public, parce que c'est une grosse consommation, c'est un gros coût pour les municipalités. Donc ça, c'est une des parties primordiales de la première brique des Smart Cities. Les bornes de recharge, c'est une obligation légale, donc obligatoirement, ils se penchent tous sur la question. Le mobilier urbain, c'est vrai qu'ils ont une tendance à se dire on va être obligé de le renouveler de toute façon. Donc quand on le renouvelle, ce serait peut-être intelligent d'aller sur quelque chose justement là de smart. Et la vidéoprotection, alors dans certaines villes, ça fait un plein essor, de plus en plus. On commence à avoir des vidéoprotections de partout. Et la gestion du trafic routier, je crois que c'est une des questions principales et prioritaires de toutes les municipalités de France, quoi. Alors, j'ai des questions donc un peu plus pédagogiques qui arrivent. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Alors, en fait, c'est Sébastien. Sur la continuité pédagogique, un petit peu. Voilà, alors je sais que, juste pour vous rappeler,
on a initié ces webinaires, Sébastien souhaitait pouvoir faire de la continuité pédagogique avec, avec ses élèves, hein, et nous a demandé s'il pouvait nous prêter un petit peu notre plateforme Zoom, hein, et nous avons donc accepté. Sébastien, par exemple, sur les Smart Grid, ou là, par exemple, sur les Smart City, comment je sais pas, tu envisages les choses avec tes élèves? Alors, plusieurs choses. Le premier webinaire, pour l'ensemble de mes élèves qui sont en seconde, première et terminale, je leur ai demandé pour l'instant, sur le premier, de faire un résumé des différentes informations avec les connaissances qu'ils ont et les connaissances qu'ils ont sur le fichier qu'ils ont en disposition aussi, c'est-à-dire la présentation que j'utilise là pour faire le webinaire. Alors ça, c'était un premier temps. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas non plus habitués à faire du webinaire. En général, ils avaient le webinaire en direct, live dans l'atelier, donc c'était un peu plus simple avec les systèmes et ainsi de suite. Derrière, c'est toutes ces choses-là que j'explique, l'éclairage public, les bornes de recharge. J'ai plein de jeunes qui ont travaillé dessus, la vidéoprotection aussi. Donc, il va y avoir plusieurs niveaux d'échelle, c'est-à-dire que voilà, on va voir avec les secondes un peu plus l'analyse des raccordements de certains matériels qu'on possède dans nos ateliers. Et après, pour les premières, ils vont plus travailler sur les différents types de protection, les mises en service, donc la partie livraison d'installation, hein, qui est une épreuve du bac. Et les terminales, eux, vont se forcer sur la partie communication et puis maîtrise de l'énergie, hein, donc avec tout ce que ça peut aller. Donc, moi, je sais que là, je suis plus dans la préparation en ce moment avec des Google Forms, justement, pour renvoyer des parties QCM, des analyses. Google Forms, un outil qui est assez sympathique, qui est très facile de prise en main pour tout le monde. C'est-à-dire que même pour créer, quand on n'y connaît rien, moi, je me suis collé à Google Forms, je n'utilisais pas du tout. J'utilisais que des plateformes avec un applicatif réel d'e-learning. Là, pour des partages rapides, j'utilise Google Forms. C'est très, très bien pour pouvoir envoyer des questionnaires, même des questionnements sur schéma. Donc, pas mal de choses comme ça. C'est vrai que j'ai essayé de reprendre les différents critères qu'on avait définis sur le référentiel, par exemple MELEC, pour dire, voilà, en seconde, ils font plus du raccordement, câblage et ainsi de suite, donc, et analyse fonctionnelle basique des systèmes. En première, ça sera plus de la mise en service livraison. En terminale, il y aura la partie, justement, paramétrage, entre guillemets, et maintenance, donc dépannage, hein, parce qu'on ne fait plus de maintenance, on fait du dépannage maintenant, donc dépannage. Donc essayer justement de voir un peu tous ces concepts-là, là aussi à l'aide de vidéos, hein, YouTube. Et l'énorme avantage avec Google Forms, c'est que les YouTube, vous n'avez pas besoin de vous les transporter, vous collez juste le lien, tout fonctionne automatiquement, il les recherche pour vous. Et comme ça, vous pouvez, moi j'ai créé un Google Form là, avec la maintenance sur un système industriel par exemple, pour que les terminales analysent un gros schéma avec machin et ainsi de suite derrière. Donc voilà, qu'on puisse voir où est-ce que par rapport à une définition. Alors c'est vrai que la compétence, on en parlait encore il n'y a pas longtemps avec mon inspecteur, gérer nos compétences dans sa globalité en continuité pédagogique par des webinaires ou par du travail à distance, tout simplement, ça va être quand même un peu compliqué. Par contre, on peut aider à tout ce qui est analyse, préparation des situations, des installations, et tout ce qui va être préparation des différentes opérations qui sont derrière. Donc voilà, moi, pour l'instant, sur le premier, je me suis ciblé simplement un résumé, voir ce qu'ils sont capables de produire là-dessus, ce qui va me permettre d'arranger aussi mes webinaires, d'arranger mes documents. Hein. On est tous un peu dans la découverte. Et après, voilà, le principe, on essaye justement d'évoluer sur les 3 niveaux après différemment. Donc avec mon collègue qui travaille, voilà, on a parlé de liaison à la Terre sur le premier. Et là, on a créé un petit truc sur les SLT justement pour qu'ils voient comment ça fonctionne. Voilà, faire un petit peu de calculatoire aussi, parce que bon, il faut quand même en faire un tout petit peu, parce que ça leur donne quand même des idées assez sympathiques. Voilà. Une autre chose, alors on pose la question, comment pourrait-on connaître le contenu du dernier thème, les tendances Smart City? Alors le dernier thème, c'était sur les Smart Grid. Hein. Sur les Smart Grid, Sébastien a fait une présentation d'une expérimentation un petit peu réussie sur Carros, hein, une ville vers Nice. Où il y a pas mal de vidéos. Je sais qu'on est en train de regarder pour mettre un lien permettant d'avoir accès. Alors, il existe déjà un lien à la vidéo. Ça, Hugo, Lionel, Laurence Moulac et moi-même, 2RM,
on est complètement à votre disposition pour vous l'envoyer. Mais également, il me semble qu'on est en train de mettre en place un site internet où on pourra avoir accès à ces présentations. Voilà. Hop là, donc c'était ça pour voilà. Peut-on connaître le contenu du dernier thème? Ah, non, c'était oui, pardon. La question, c'était peut-on connaître le contenu du dernier thème, les tendances Smart City? Voilà, donc malgré qu'on soit un peu long, malgré que voilà, Sébastien, les tendances sur Smart City, en 2 mots là, de ce que tu nous as C'est dit. ce que j'ai expliqué tout à l'heure, hein, dire que les grandes tendances à l'heure actuelle, c'est vraiment tout ce qui est éclairage public, bande de recharge, donc tout ce qui est protection. Donc en gros, les gros titres que j'ai mis devant là, bien entendu, alors certaines villes sont plus en avance que d'autres, donc attaque l'IoT un peu en force avec tout ce qui est, ou des choix aussi après politico-économiques, hein, qui ont décidé, comme je vous le disais, sur la ville de Cannes, de faire des poubelles connectées et ainsi de suite. Hein. Ça réduit les coûts. Alors c'est toujours pareil, hein, c'est toute une notion d'ROI, hein, c'est Smart City, on a une enveloppe budgétaire municipale, on a des modernisations à exécuter obligatoirement, on essaye de faire au mieux avec ce qu'on a. Donc il y a des choix différents qui sont faits. Je pense qu'ils doivent les partager après entre eux par rapport à des choix qu'ils ont exécutés, voir comment ça fonctionne. Dijon, je sais qu'ils sont très très en avance sur nous, c'est pour ça qu'on dit que c'est la première Smart City de France. Hein. Maintenant, dans les grands dominants, oui, c'est en priorité l'éclairage public, ça c'est sûr. Voilà. Donc, en fait, si je peux me permettre, on pourrait dire un maillage de toutes les solutions qui ont été présentées ici, hein, pour pouvoir prendre des décisions ou aider à la décision, hein, sur la consommation, sur la protection des personnes, etc. Vous parliez des PV éoliens, le rendement des panneaux des PV étant faible et lié aux zones ensoleillées, si je ne me trompe pas, les systèmes éoliens n'étant efficaces que sur les zones ventées, est-ce que ces systèmes smart locaux resteront marginaux? Alors, pour résumer, c'est voilà, du PV, pas beaucoup d'ensoleillement dans certaines régions, du l'éolien, pas beaucoup de vent dans certaines régions. Est-ce que on va être limité, entre guillemets, à vraiment pouvoir le développer sur la France? En fait, il n'y a pas une solution d'énergie renouvelable, entre guillemets, mieux qu'une autre. C'est vrai que ça dépend entièrement de notre situation géographique, que ce soit pour le PV ou l'éolien. Ça reste des énergies intermittentes. Donc les deux sont des énergies intermittentes, c'est-à-dire que c'est des énergies qui ne sont pas produites tout le temps. Le PV, oui, il faut un taux d'ensoleillement, hein, un taux d'irradiation. Donc voilà, il y a des endroits, j'en fais partie au niveau du sud de la France, avec des endroits où on est plus ensoleillé, bien qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas, mais on est plus ensoleillé. Mais il n'empêche que si on regarde le PV sur la carte d'irradiation en France, on a bien on va dire comment ça s'appelle, une production d'énergie suffisante pour pouvoir en faire de partout. Maintenant, on l'a vu dans le smart grid, peut-être que l'idée de l'autoconsommation ne va pas s'arrêter à l'autoconsommation personnelle. En fait, on sera peut-être sur une idée d'autoconsommation de domaine, de hameau, de quartier, et que tout le monde participe au bien commun. Donc après, ça législativement et économiquement, fournisseurs d'énergie, je ne sais pas comment ils vont traiter ce problème-là, mais c'est vrai qu'on a des idées, comme sur Nice Grill, l'idée c'était justement d'utiliser du PV, parce qu'on on a moins de vent que dans certains autres endroits en France, donc d'utiliser surtout le PV, qui nous permettait dans notre secteur à nous d'avoir justement une belle production d'énergie. Et en fait, on a mis des packs batteries extérieurs pour faire du stockage d'énergie. Donc on a des packs de rue, des packs batteries de rue, des packs batteries sources. Hein. On a monté jusqu'à plus d'un mégawatt de stockage d'énergie, et des stockers, des petites batteries qui étaient chez les gens dans leur jardin, mais ce n'étaient pas des batteries personnelles. C'était des batteries aussi de partage. Ça veut dire qu'en fait, voilà, tout le monde aux alentours pouvait partager. Ça limitait la tension du réseau, et ça permettait, mais en fait, l'énergie renouvelable étant intermittente, c'est difficile à contrôler. C'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir des combinaisons d'un peu de tout. Il y aura certains endroits, il y aura du thermodynamique, de la géothermie, de la biomasse. Nous, on a Monaco à côté de chez nous. Hein. Monaco, ils ont récupéré tous les déchets des villes
limitrophes de Monaco. Les villes autour payent Monaco pour retraiter leurs déchets et eux s'en servent dans leur usine de biomasse pour produire de l'électricité. Donc, toutes ces énergies dites renouvelables ou écologiques, elles nous permettent justement d'améliorer la production d'énergie. Maintenant, de partout en France, on produit. Un module PV, son rendement, il est bon à 25 degrés. Vous voyez, par exemple, chez nous, en été, on a sur les toits largement plus que 25 degrés, comme un peu de partout d'ailleurs en France. Donc, ce n'est pas spécialement parce qu'on a un truc ensoleillé comme nous, chez nous, qu'on est les seuls producteurs d'énergie en PV. Dans le nord de la France, ils produisent aussi énormément d'électricité grâce au photovoltaïque. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. Une dernière chose, alors on me demande comment être informé des dates et des inscriptions, des futurs webinars. Alors, il y a cette semaine 3 autres webinars, si je ne me trompe pas, 2 sur la fibre optique qui se dérouleront mercredi. Donc le premier, c'est la découverte de la fibre optique, et le second, c'est mesures et contrôles au niveau des fibres optiques. Réflecto et photométrie, voilà, aller un peu plus loin dans la fibre optique. Moi, pareil, je suis toujours dans le même concept de continuité pédagogique. Je pense en priorité à mes élèves. Donc voilà, découverte de la fibre optique. On travaille avec de la fibre optique. On va en profiter le matin pour reprendre un peu les notions de base de la fibre optique, les différents connecteurs et tout ce qu'on peut avoir sur la fibre optique. Et l'après-midi, ça sera peut-être un peu plus adapté aux élèves de première et de terminale, où on va justement parler de photométrie, de réflectométrie, et de voir, par exemple, un truc très très simple dans nos ateliers, faire de la réflectométrie, c'est très très compliqué. J'ai un bon exemple, on en a fait un avec mes élèves justement pour montrer que c'est un peu compliqué de faire de la réflecto sur des très courtes distances. Voilà, même avec des bobines d'avance. Donc voilà, c'est le principe. On va essayer de faire 3 webinaires. Alors, par semaine. En gros, le lundi matin à 10h30, il y en a toujours un. Normalement, on avait prévu ça. En gros, le mercredi matin, pareil à la même heure, et le vendredi matin, pareil à la même heure. C'est-à-dire grossièrement 3 webinaires à minima par semaine, plus des fois des petites extensions quand ça nous vient. Et puis, on verra les annonces qui vont être faites. Voilà, tout dépend du temps, plein de choses. On ne sait pas trop comment ça va perdurer. Notre ministre a annoncé peut-être un retour le 4 mai, on ne sait pas, suivant l'avancement, le recul du virus. Donc voilà, je pense que jusque-là, on fera sûrement des choses encore et encore. Là, on fait par rapport à mes besoins, alors c'est peut-être voilà, c'est personnel, on fait par rapport à mes besoins d'évolution pour mes jeunes à moi, on fait profiter l'ensemble le plus possible. Maintenant, on ne sait pas. Pour l'instant, c'est 3 par semaine. Peut-être que c'est beaucoup de préparation aussi pour reprendre tout ça correctement. Mais voilà, ça fait partie de la continuité pédagogique. On va en faire profiter tout le monde. Donc pour l'instant, c'est sûr 3 par semaine, lundi, mercredi, vendredi à 10h30. Et après, plus si affinité. Voilà. Donc, une petite chose, c'est que ces webinaires, on va les annoncer sur Facebook. Je vais les annoncer sur LinkedIn. Je pense que sur LinkedIn, je mettrai le lien d'inscription. Ce qu'on préconise, c'est que vous, alors inspecteurs, parce qu'on a eu des inspecteurs aujourd'hui, on les remercie, chefs de travaux aussi et enseignants, on vous préconise peut-être de nous rejoindre sur Zoom. Et aujourd'hui, a priori, donc, je pense que ça s'est bien passé, je n'ai pas eu de retour négatif. On a diffusé en direct sur YouTube en même temps. Ouais. C'est de préconiser peut-être YouTube à vos élèves sur notre chaîne, donc de RM Automatisme, permettant un peu de libérer, entre guillemets, de la bande passante sur Zoom et peut-être résoudre les petits soucis de saccades vidéo qu'on a eu, ou choses comme ça. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous écrire là dans le chat très rapidement les adresses mail de Hugo Juano, de Lionel Pénisson et de Laurence Moulac. Il ne faudra pas hésiter à les solliciter. Ils sont là pour vous aider et vous donner des futures dates, des choses comme ça. Donc voilà. Alors, je tape la dernière.
Donc Hugo Joanneau, Lionel Pélisson et Laurence Moulac. Voilà, ça y est, je viens de les envoyer à tous les participants. Hein, et, je remercie. On a des compliments, hein, Sébastien, je ne sais pas si tu l'as vu. Ouais, je suis en train de les lire, c'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup à tous parce que ça fait plaisir. Voilà, c'est un petit message de soutien, ça fait du bien. Ou récupérer les documents, là c'est pareil. Honnêtement, j'aurais pas le temps de communiquer avec vous en direct tout le temps. C'est pour ça que je remercie encore la société ERM de mettre tous ces participants en action derrière aussi pour nous filer un coup de main, pour partager ça entre nous. Donc n'hésitez pas à passer par eux pour qu'ils feront tous les liens qui vont bien. Le prochain webinaire sera-t-il diffusé sur YouTube Live aussi? Oui, bien entendu, ça marche. Donc le premier, on a eu un problème avec Facebook Live. Là, ça fonctionne bien. Moi, j'étais connecté à côté sur ma tablette à YouTube pour voir si tout se passait bien. Tout va très bien aussi. Donc voilà, oui, bien entendu, on sera sur YouTube Live. Moi, c'est par là que mes jeunes se connectent, parce qu'après, on a des discussions entre nous avec les jeunes sur nos plateformes ENT qui arrivent à fonctionner pour l'instant à peu près correctement dans l'ensemble. Donc voilà, après, mes jeunes sont sur YouTube, on laisse le Zoom avec inscription RGPD obligatoire à des adultes. Voilà, donc comme ça, moi, mes jeunes sont sur YouTube, ça fonctionne bien. Donc, ça restera sur YouTube, je pense, pour les prochaines séances, quoi. Voilà. Donc, on m'a demandé le lien YouTube. Alors, soit vous allez sur YouTube et vous tapez ERM Automatisme. Autrement, on a créé un petit lien court. Un petit lien court qui est, vous tapez directement dans le navigateur. C'est très, très simple. Alors, dans la barre d'adresse, dans la barre d'adresse, pas dans un moteur de recherche, pensez bien à ça, dans une barre d'adresse. C'est-à-dire vraiment la barre tout en haut du navigateur, parce que dans une barre d'adresse, Google va vous perdre. Par contre, dans une barre d'adresse, c'est largement mieux, c'est-à-dire erm.li/YouTube. Et comme ça, vous arrivez directement, et dès que la vidéo démarre, vous avez juste à cliquer sur en direct, et c'est parti, ça fonctionne super bien. Donc, voilà, erm.li/YouTube. On essaie de faire un URL très simple, comme d'ailleurs l'URL de Facebook, c'est erm.li. LI, c'est pour lien, donc erm.li/fb, comme ça, quelque chose de court aussi, qui nous permet d'aller directement sur les pages. Voilà. Je pense avoir fait un petit peu le tour des questions. On vous remercie énormément d'avoir participé à ce webinaire. Dès cet après-midi, donc dès que j'aurai l'enregistrement vidéo disponible, je le mettrai sur Vimeo. On ne manquera pas donc aux gens qui sont inscrits de vous envoyer le lien. L'invitation également aux deux prochains. Voilà, pour éviter d'envoyer trop de mails et trop vous embêter. Je ferai peut-être un seul mail avec des invitations des 2 voire 3 prochains, de mercredi matin, de mercredi après-midi et de vendredi. Voilà. Et ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir accueillis aujourd'hui. Voilà. Après, on espère que les échanges qui ont lieu maintenant continueront après. Ça serait génial. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, si tous les enseignants de France se mettaient à faire aussi des interrogations comme ça, moi, ça me permet aussi encore d'améliorer grâce à vos questions, en fait, puisque c'est des questions que je n'avais pas vues au départ. Et voilà, quand on me pose des questions, je trouve ça génial parce que ça me permet de progresser aussi, de rajouter des choses et que mes présentations soient encore mieux pour mes élèves. Donc, n'hésitez pas à revenir et puis surtout, n'hésitez pas à partager si vous faites des choses chez vous. Donc, n'hésitez pas à partager. On est preneur de tout par ces temps, donc il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir. Voilà. On vous remercie.